Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Contact pour le tout premier épisode de la chaîne. Dans cette émission, nos invités décrypteront, referont le film de leur carrière le plus sincèrement possible, dans l'ambiance la plus chaleureuse qui soit. Et celui qui nous fait l'honneur d'inaugurer le média aujourd'hui va revenir sur une carrière bien remplie qui a pris fin récemment. Passé par l'INF Clairefontaine avec une génération prodigieuse, il disputera plus de 350 matchs en parcourant l'Europe. De la France à la Turquie, en passant par la Grèce, la Belgique ou encore l'AS Roma, il portera même les couleurs du Sénégal. Issu d'une vraie famille de footeux, ce milieu de terrain longiligne a su affirmer sa personnalité sur et en dehors des terrains malgré les comparaisons. Contact, le face-à-face à ne pas manquer, épisode 1, c'est Ricardo Fati qui est avec nous aujourd'hui. Ricardo, comment tu vas? Salut Yacine, bah, écoute très bien et toi? Très bien, très bien. Mais écoute, déjà, je te remercie sincèrement d'être le tout premier invité de mon média qu'on vient de monter, Contact. Donc voilà, on aura plusieurs interviews et t'es le premier à passer devant moi et c'est un plaisir. C'est un grand plaisir. Plaisir d'inaugurer ton média en espérant que voilà, ça soit vraiment rempli de succès, que ce soit, comme on dit en anglais, relevant, que ce soit vraiment impactant. En tout cas, longue vie à vous. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je doute pas que, que ce premier épisode va être hyper sympa parce que tu as quand même eu une belle carrière derrière toi. Et tu fais encore des choses autour du football. Et bon, je sais que autour des interviews que j'ai pu regarder de toi, je sais que tu as quand même pas mal de mémoire, tu as quand même pas mal d'anecdotes et que tu as des Ouais. choses à raconter. Donc, je pense que tu étais le premier invité idéal. Ouais, bien sûr, bien sûr. En plus, on se connaît un peu. Après, voilà, j'aime bien, entre guillemets, donner la force, tout ça. C'est pour ça. En plus, c'est vrai que ces derniers temps, j'étais pas mal sollicité. Non, je suis rentré un peu dans le domaine des médias, fin de carrière, donc forcément, il y a des choses à dire. Et puis voilà, après quand faut donner la force, on le fait avec grand plaisir. Ah, voilà, bah, ça fait plaisir. Bah, justement, on va commencer par ton actualité, Ouais, tranquillement. Donc là, tu es retraité depuis 2022, en tout cas du monde du foot professionnel. ouais, Donc ta dernière expérience en pro, c'était à Regina en Italie en série B. Puis après, il me semble que tu es passé un petit peu par Chartres en N2, c'est ça? ça, j'ai fait une saison à Chartres en N2 en 2022-2023. Donc on peut dire qu'officiellement, j'ai arrêté ma carrière, de joueur, peut-être l'été dernier. Carrière professionnelle, 2022, ouais, en effet. D'accord. Et donc du coup, tu deviens quoi depuis? Donc on te voit un petit peu sur les médias, on a parlé d'RMC un petit peu avant l'émission, tu vas parler également d'Amazon. Donc du coup, comment ça t'est devenu, comment l'idée t'est venue de passer dans les médias après ta carrière? Est-ce que c'est quelque chose, une idée que tu avais en tête même pendant ta carrière ou pas du tout? C'est venu comme ça? Non, c'était pas une idée, particulière. C'est vraiment venu, comme ça, oui et non, parce que, c'est vrai que j'ai toujours été attiré par le domaine des médias. Voilà, ça permettait de rester connecté au football et puis après moi, bon pour ceux qui me connaissent un peu, tu sais, hein, on a grandi avec les caméras, moi avec, Anna Clairefontaine, On va en parler. voilà le documentaire que j'ai fait, avec l'INF à 13 ans, donc forcément j'avais une certaine, on va dire, proximité, voire aisance avec les caméras, avec le monde des médias, donc j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça. Bah, après, par contre, je le cherchais pas forcément. Je cherchais pas forcément, de fin de carrière, moi ce que je voulais, vraiment, c'est faire une année sabbatique. D'accord. Et donc, je voulais vraiment m'arrêter, enfin, me former. Bah, je pense qu'on va en parler aussi parce que je passe aussi mes diplômes de coach et de management Bon, juste derrière. en même temps. Et j'ai reçu un coup de fil, au début, c'était RMC, vu que j'avais des connaissances là-bas. Ils m'ont dit: «Voilà, comme tu es sur Paris, est-ce que tu veux venir faire des interventions sur l'after?» tout ça. Je fais: «OK, pourquoi pas, avec plaisir». Donc voilà, ils voulaient un profil qui me correspondait, un ancien joueur, qui «sait parler» entre guillemets. Et puis, après de fil en aiguille, du coup, c'est Prime Video qui m'ont contacté parce qu'il leur manquait un consultant. Ils m'ont dit: «Voilà, D'accord. il nous manque un consultant sur la Ligue 2». Parce que la Ligue 2 est restée, sur 20 clubs. À la base, ça devait être 18 clubs, donc il leur fallait un consultant en plus. Ils ont pensé à moi, ils m'ont contacté, j'ai fait: «OK, pas de souci». Et voilà, de fil en aiguille, c'est comme ça que je suis rentré dans le monde des médias, mais c'était pas intentionnel, mais c'est voilà, c'est un beau hasard. Donc du coup, tu parlais aussi, du fait que tu passais tes diplômes de coach et de management Ouais. et ça, pareil, est-ce que l'ambition de devenir coach, il y a certains joueurs, en tout cas, on dit, qu'ils le savent depuis même, le début de leur carrière qu'après, après avoir été joueur, ils seront coach. Il y en a, c'était pas du tout prévu. Toi, tu te positionnais comment par rapport à ce métier-là?
Non, moi, je me dis pas que c'est le chemin tracé ou que voilà, je suis fait pour être coach. En fait, moi, je passe mes diplômes de coach vraiment pour savoir si j'ai la fibre. Forcément, D'accord. c'est une fonction qui m'attire. Voilà, gérer, un groupe, en fait, je veux savoir, en fait, l'effet que ça fait, si c'est compliqué, si je suis bon à ça surtout. Donc c'est pour ça D'accord. que je passe mes diplômes de coach. Mais ce qui est sûr, c'est que je sais que je resterai dans le domaine du football. C'est mon domaine d'expertise, voilà, j'ai littéralement grandi dedans et je peux aussi humblement dire que je connais, ce milieu-là. Donc c'est pour ça que je passe aussi en même temps mes diplômes de management sportif avec l'UEFA. C'est un masters en droit du sport, hein, qui s'appelle MIP et pour le coup, ça me parle plus. Ça me parle. D'accord. Je me verrais plus en tant que, manager exécutif, dans le football que coach. Après, j'aime bien être sur le terrain, forcément, j'aime bien ce quotidien-là. Mais après, comme je te disais au début, c'est une question de compétence. Non, on va voir dans quoi je suis bon, dans quoi je me détache et puis après je ferai mon choix. Mais j'ai la chance, encore une fois, de pouvoir voir un peu, ce que je peux faire. OK, très bien. Bon, en tout cas, on te souhaite de réussir. Merci. Alors là, du coup, on va faire un grand bond en arrière. Alors on repart. Donc, on va parler de ta jeunesse et de l'INF Clairefontaine. Ouais, Donc déjà, le grand public, enfin, du moins le public, comme tu as dit, tu as été médiatisé, pardon, assez tôt. ouais. Donc avec la série À la Claire, qui a eu quand même pas mal de succès encore aujourd'hui, hein, c'est un petit peu un classique, il y a souvent des extraits qui repassent. Donc déjà, avant d'intégrer l'INF, quel a été ton parcours? Alors, mon parcours, comme beaucoup de jeunes, on va dire, un jeune banlieusard, hein, de région parisienne, moi, je suis né à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne. J'ai grandi entre Épinay-sous-Sénard et Cheville-Larue, en 94. France, plutôt normale, hein, je vous dis la vérité, j'ai pas non plus inventé des choses. Après, certes, c'était, voilà, vie d'un jeune de quartier, de banlieue, pas facile tous les jours, frères et sœurs, beaucoup de cousins, moi. J'ai grandi avec beaucoup de cousins, cousines. Mais voilà, une enfance, quand même, une belle enfance. Même si mes parents ont divorcé assez tôt, enfin j'avais 10 ans quand mes parents ont divorcé. C'était pas facile à gérer, mais après bon, c'est la partie de la vie. Après, comme tu l'as dit, j'ai eu la chance à 13 ans d'intégrer, l'INF Clairefontaine. C'était un centre que je connaissais pas du tout. Après, c'est mon frère a été pris avant moi, donc tu sais, hein, Doudou Jacques Fati, il a été pris avant moi, il est plus grand que moi de 2 ans et par la suite, voilà, moi j'avais qu'une envie dans ma jeunesse, c'était intégrer l'INF et donc je l'ai fait. J'étais très fier et très content d'avoir côtoyé d'avoir été dans ce centre. OK. Et donc du coup, comme tu le disais avant, donc toi et cette génération d'or, on rappelle ta génération, la génération 86 avec un 87 peut-être le plus connu, Hatem Ben Arfa, mais aussi, donc Abou Djabi, Geoffrey Jourdain, Ouais, et d'autres encore. Comme tu l'as dit, vous avez été médiatisés assez tôt, ouais. donc avec l'émission À la Claire, comme on disait. Est-ce que toi, ça a eu un impact sur toi? Tu as parlé de l'impact positif que ça a eu, le fait d'être à l'aise avec les caméras et cetera. Ouais. Est-ce que ça a eu d'autres impacts peut-être moins positifs, voire négatifs sur toi ou sur d'autres de tes coéquipiers, des choses que tu as pu constater? Alors moi, comme je l'ai toujours dit, pour moi, j'en tire que du positif. Parce que ça m'a aidé. Ça m'a aidé aussi à me développer. Ça m'a aidé aussi à devenir un peu plus, extraverti parce que moi, à l'époque, j'étais très timide. Enfin, jusqu'à présent, je suis quelqu'un de timide, introverti. Je suis pas non plus quelqu'un qui se montre beaucoup. Et moi, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Même en arrivant à Strasbourg, au centre de formation, ça m'a servi parce que voilà, je suis arrivé avec un certain statut, mais j'étais bien accueilli. Mais c'est vrai que, pour d'autres, notamment, un en particulier, un bon ami à moi en particulier, Elmi Loussaïef, par exemple, Ouais, c'est le frère de Sem Loussaïef. je l'aime absolument. Donc International tunisien, on lui passe le bonjour. c'est ça, exactement. Je sais que pour lui, c'était plus compliqué. Pour lui, c'était, plus négatif parce qu'on l'avait montré dans une facette qu'il a pas forcément appréciée. Voilà, c'était celui qui était un peu émotif, celui qui, voilà, qui se mettait un peu de pression ou, le joueur un peu incompris parce que très technique, mais que le coach Dusso à l'époque reprenait régulièrement. Donc forcément, ça l'a pas trop lui, ça l'a pas trop par exemple, ça l'a pas trop servi et il est arrivé à Monaco avec, voilà, avec des pas avec des, pas avec des préjugés, mais bon, il est arrivé avec Monaco avec, voilà, avec un statut particulier, un D'accord. statut différent du mien. Même si après il a quand même eu une belle formation, à la fin il a fait un peu carrière, mais il le dit souvent, lui ça l'a un peu désavantagé. Comme d'autres aussi, hein. Mais voilà, c'est pour ça chacun a vécu
ce documentaire, ouais, chacun l'a vécu à sa manière, mais moi, encore une fois, je me répète, mais moi, j'en tire que du positif. D'accord, bah, justement, en parlant d'ennemis, il y a une fameuse anecdote, dans la série qui est devenue un peu culte, avec Ouais, toi et Amy, ouais, l'épisode, du scooter sans casque. c'est Je pense ça. que pour ceux qui la connaissent pas, ça serait sympa de la raconter. Bon, de toute façon, il y a Petite rien. erreur de jeunesse, hein, c'est pas incroyable, hein, mais Ah, grosse erreur de jeunesse ouais, même, tu vois? ouais. Après, bon, Ne roulez pas sans punish casque. pas, voilà, c'est ça, 13 ans, scooter sans casque, on était chez lui à Évry, comme beaucoup de jeunes, on fait deux trois tours et puis fin, mais là, on roulait un peu trop vite, enfin, je roulais un peu trop vite OK. et du coup, ouais, j'ai percuté un poteau sans casque, bien évidemment, et ennemi qui tombe derrière moi. Ça aurait pu être beaucoup plus grave, Bien même sûr. si, enfin, je tombais dans le coma quelques jours, mais Dieu merci, j'ai pas eu de séquelles surtout et j'ai pu rejouer au foot, donc c'est la grande chance que j'ai eue. Franchement, j'ai été quasi miraculé, hein, dans cette histoire-là. Ah oui, bah, j'ai Donc pas la souvenir que chance que j'ai eue. c'était J'ai aussi, la «clémence» entre guillemets, hein, du directeur, hein, de notre coach à l'époque, monsieur Dussault. Il était vraiment très, magnanime avec moi. C'est-à-dire qu'il m'a conservé malgré tout, malgré ma blessure, malgré le fait que j'ai fait une grosse connerie, hein, faut dire ce qui est, une grosse erreur de jeunesse et du coup, bah, j'ai pu revenir tranquillement et puis, retravailler à Clairefontaine et puis voilà. Mais ça fait partie de l'émission, ça fait partie de ma vie donc voilà. heureusement, ça a été un avertissement sans frais, ou presque, on va dire, en tout cas sans frais graves. Ouais. Et donc voilà, on le rappelle, ne roulez pas sans casque. Ah ouais, mais même quand on Bon, est jeune, ne roulez pas en scooter quand vous êtes jeune. voilà, c'est 13 ans, clair. Ah, parce qu'à 13 ans, ouais, c'est vrai que tu rien à faire sur le scooter au final. 14 ans, tu Du moins, pas au guidon. normalement. Donc voilà. OK. Donc, pour finir sur Clairefontaine, justement, les joueurs passés par Clairefontaine, souvent Thierry Henry en parle énormément. Donc ouais, les joueurs passés par Claire évoquent souvent une vraie différence, dans le développement des jeunes, surtout dans le développement au niveau tactique, technique. Hem, Est-ce que toi aussi tu l'as senti en passant pro? Est-ce que tu as senti que tu avais, vraiment ce truc en plus peut-être, par rapport à certains qui n'étaient pas passés ou qui avaient des parcours disons, plus classiques? Oui, totalement. Bon, c'est quasi mathématique, hein. Tu sais, quand tu arrives à 13 ans dans une structure où tu fais du foot tous les jours, dans les meilleures conditions possibles, Mmh, forcément tu progresses. En plus, quand tu l'as dit, tu sais que tu es dans la même école que des Henry, des Anelka, c'est fort. Et forcément, tu progresses parce que tu côtoies l'excellence tous les jours. Tu as des coachs qui sont vraiment petits soins tous les jours, exigeants tous les jours. Donc forcément, tu progresses. Après, au-delà de l'aspect tactique, c'est surtout l'aspect technique qu'on travaille. L'aspect mental aussi, parce que le fait d'être sur le terrain tous les jours, on a de lutter. En plus, Clairefontaine, c'est à l'autre bout de l'Île-de-France. La forêt, il fait froid. Et des fois, il fait super chaud. Donc, non, tout est réuni pour progresser, hein, tout simplement. Après, de nos jours, les clubs pro, on va dire, ont comblé un peu le gap entre Clairefontaine et les clubs. Forcément, ils ont créé des centres de préformation. Tu as même des clubs aussi en région parisienne, hein, des clubs amateurs, Brétigny, Poissy, Versailles, enfin, je vais pas tous les faire, mais réussissent désormais à se structurer. Donc, forcément, à créer des espaces de travail qui sont intéressants aussi. Donc, voilà, tout ça, ça fait que maintenant, le gap avec Clairefontaine, ça s'est bien rétréci. Mais à l'époque, c'était novateur. On était en avance sur tout le monde. Moi, ça m'a trop servi. Je suis arrivé à Strasbourg, déjà, j'étais prêt déjà. justement, c'est à Strasbourg, comme tu l'as dit, que tu termines ta formation avant de passer pro. Moi, ce que je veux savoir, très bon club formateur, hein, le Racing, moi, je veux juste savoir si est-ce qu'il y avait d'autres clubs intéressés et qu'est-ce qui t'a convaincu, de choisir le Racing pour finir ta formation et Ouais, passer pro par la suite? quand je finissais Clairefontaine, donc à mes 16 ans, j'avais pas mal de clubs qui me voulaient. Ben, j'avais Rennes. Saint-Étienne était intéressé, vraiment intéressé. Même à l'époque, le recruteur me voulait ardemment. J'avais fait même déjà deux trois essais chez eux, donc c'était positif. Il y avait Nantes aussi qui souhaitait me récupérer. À l'époque, c'était, jusqu'à présent, ça reste un très bon centre de formation, réputé. Et voilà, c'était les 3 qui étaient, vraiment concrètement intéressés. Après, il y en avait d'autres, mais bon, c'était pas concret. Mais l'intérêt Strasbourg, pour moi, c'était intéressant et c'était décisif parce qu'ils avaient un vrai projet derrière. À l'époque, le centre de formation était tout neuf, flambant neuf et Marc Keller venait d'arriver au club en tant que dirigeant. Il avait une vraie, on va dire, une vraie vision, un vrai projet pour les jeunes du club et pour le centre. Donc du coup, ça m'avait intéressé et puis un de mes meilleurs potes aussi avait signé là-bas, Habib Belaïd. Oui, Donc j'étais avec toi à forcément, Clairefontaine. voilà, ça aide aussi. Il m'a un peu influencé, j'avoue.
Et pour le coup, ouais, ça y est, j'ai pris la décision de partir au Racing et je regrette pas. Grâce à eux, j'ai pu, sortir pro. Oui, bien sûr. Ouais. Parce que a priori, il y a pas tellement de regrets à avoir parce que même si tu fais qu'une saison, à Strasbourg, tu fais quand même une saison où tu joues, il me semble, quand même une vingtaine de matchs. Tu découvres même la coupe d'Europe une fois que tu passes pro, la coupe de l'UEFA à l'époque, aujourd'hui l'Europa Ouais. League. Et bon, avant tout ça, j'aimerais bien que tu me parles aussi de ta première apparition pro. Première apparition pro, c'était en coupe de l'UEFA. Donc, contre Bâle, oui, j'étais excité, j'étais trop Mmh. content. En plus, on gagnait le match, donc forcément, voilà, je me suis dit: «Bon, voilà, c'est le début», tu vois? Ou alors je m'étais dit: «Enfin, ça y est, je commence, je rentre, voilà, mon rêve se réalise, en fait». Mais après, j'ai pas trop le temps de tergiverser, de trop réfléchir parce qu'après, on enchaînait les matchs. Ouais, En plus, la situation à Strasbourg était pas top à cette époque-là parce qu'on jouait le maintien, tout ça, donc ouais. c'est assez compliqué. Mais, bien sûr, c'est une grande fierté. En plus, enchaîner les matchs de coupe d'Europe, coupe de la Ligue, championnat, c'était vraiment intéressant. C'est bien. OK. Et donc du coup, le coach qui te lance, c'est, Jackie, Duguay-Pérou. Ligue Pérou, ouais. Ouais, donc du coup, moi, je voudrais savoir, quelle relation tu avais avec lui? Est-ce que c'est un coach qui t'a beaucoup influencé ou peu? Même si au final, tu fais qu'une saison avec lui, Mmh. dans le groupe pro, donc je voulais savoir à quel point il t'a influencé et surtout la relation que tu avais avec lui. Non, Ligue Pérou, c'était un super mec. En plus, pour l'anecdote, quand je signe du coup à Strasbourg en jeune, de Clairefontaine, c'était lui le recruteur, en fait. Du coup, il nous a fait signer Habib et moi et d'autres. Donc c'est lui qui nous a fait signer en jeune à Strasbourg. Après, de fil en aiguille, il était pas en intérim, mais il a remplacé Camboiré qui s'était fait licencier quelques jours avant, enfin quelques mois avant. Donc il a repris, le club en tant que coach principal. Il était déjà coach avant, donc il est revenu, on va dire. Il était coach dans les années 90, tout ça, Mmh. au XXe siècle. Et et pour le coup, bah, par contre, il a pas hésité à nous faire monter, que ce soit moi, Habib, Kevin Gamero aussi. Kevin Gamero aussi, oui. Exactement, donc on avait une belle petite promotion, bah, qu'il connaissait bien. Du coup, on a commencé avec lui et puis jusqu'à présent, des très bons rapports avec lui. Aujourd'hui, il est tranquille à la retraite, sur Strasbourg, donc ouais, j'ai eu des bons rapports avec lui, même si c'était un peu chaud quand je lui avais annoncé que je quittais justement Strasbourg pour aller à la Roma. Mmh. Il l'avait pas très bien pris, mais après ça allait, quoi. Ah, c'est normal. Tu fais les transitions tout seul en plus, c'est génial. Parce qu'on va parce qu'on va en parler. Justement, comme tu dis, donc à l'été 2006, tu signes à la Roma. Déjà, tu as quel âge à ce moment-là? Rappelle-moi? J'ai 20 ans, 19 ans, Voilà, 19-20. 19-20 ans. Donc tu arrives à la Roma, été 2006. Faut savoir que quelques semaines avant ton arrivée, l'Italie était championne du monde Exactement. avec, des internationaux à l'AS Roma. Donc moi, je veux En que tu me plus, rac c'est même pas quelques semaines avant, j'arrive à Roma OK, le lendemain de la victoire. Il y a aussi un documentaire que j'ai fait à la télé à l'époque. Je regarde la finale de la coupe de la coupe du monde. Donc ah ça veut oui, dire que le lendemain, j'arrive au centre, l'Italie est championne du monde. En plus, je me fais chambrer direct. ça c'était inévitable, c'est ce que j'allais demander. Et pour le coup, ouais, bah, pour, un peu, anticiper ta question, ouais, c'était fort. C'était fort. Forcément. Et moi, au-delà du sentiment que tu as eu, je veux vraiment que tu me racontes ton arrivée à Rome, vraiment de la prise de contact jusqu'à vraiment, comme tu as dit, ton 1er jour, au centre d'entraînement. La prise de contact a été assez rapide, a été assez simple parce que, en coupe de l'UEFA, justement, avec Strasbourg, on a joué à la Roma. Donc ça fait Ouais. les Roma à Strasbourg, on les a joués. Moi, franchement, nous, on était en mode, sans pression, en fait. Avec Habib, en plus, comme je te disais, on jouait un peu le maintien, c'était compliqué à Strasbourg. Donc les titulaires jouaient, pendant le week-end en Ligue 1, du coup, pour essayer de sauver l'équipe. Mais, on faisait tourner, en semaine en coupe d'Europe. Donc c'est souvent les remplaçants ou les jeunes qui jouaient en coupe d'Europe. Mais on jouait trop bien, tu sais, à l'époque, il y avait moi, Habib, il y en avait d'autres, mais c'était super intéressant. Et donc on fait ce match à la Roma. Moi, du coup, titulaire avec, Habib Belaïd qui marque, moi qui fais un match, plein. Et en fait, ils se rendent compte que Habib et moi, on n'est pas pro, en fait. On est encore sous contrat stagiaire. Parce qu'à l'époque, c'était rare de signer pro, comme maintenant, c'est Bientôt, ouais. à l'époque, faut les faire les 2 ans aspirants, les 2 ans Mmh. stagiaires, après tu signais pro. Donc, c'était normal de jouer en pro sans avoir un contrat pro, en fait, à l'époque. Et du coup, ils se rendent compte que j'ai pas de contrat pro, donc naturellement, ils contactent mon agent. Ils disent: «Ouais, Fatih, Belleine, ils nous intéressent, on les veut les 2, tu vois? Mais dans la foulée, Habib, il signe pro.
Et moi, de mon côté, je sais pas, il chipotait avec moi, en fait. Il voulait pas me faire signer pro parce qu'il y avait du monde au milieu de terrain, ou alors c'était pas sûr, alors les négociations, ça avançait pas. Du coup, j'ai pas signé pro, mais la Roma me désirait. Et en plus, moi, il s'avérait que il s'avère toujours, jusqu'à présent, que je suis un grand fan de la Serie A, fan de la Roma de surcroît. Mmh. Donc, forcément, moi, ça m'intéressait grave. Et j'étais prêt à sauter le pas, en fait. Du coup, on a entretenu les relations, on a discuté. Moi, j'étais parti déjà une fois à la Roma pour voir un peu l'installation pendant les vacances, en secret. Et pour le coup, après, j'ai pris ma décision vers avril-mai, j'ai pris ma décision. Comme je te disais, Didier Pérou, il a pas très bien pris, il était un peu fâché. Pas fâché, mais bon, il était un peu déçu. Et puis Ouais, voilà. normal. Si, il était un peu fâché, il était fâché quand même. Tu vois. Il voulait quand même que je reste, peut-être même pour la formation, tu vois. Mmh. Ouais, ça Mais se comprend, il t'a comme tu as dit, c'est lui qui t'a oui, oui, oui. recruté. Je pense qu'il voulait te développer jusqu'au bout et t'accompagner vraiment jusqu'au bout. Exactement, exactement. Mais après, voilà, Bon, après à il y a la des fin, opportunités et puis il y a des c'est exactement ça. Mais après, à la fin, voilà, il s'est rendu compte de la chose. Et puis après, c'était évident pour lui, donc il était content à la fin. Mais voilà, donc ça s'est fait comme ça. J'ai signé après dans l'été, puis après, j'ai intégré le club naturellement. Je me rappelle le treize ou le 14 juillet, je me rappelle, c'était il me semble que la finale, c'est le 13 ou le 12, la voilà, finale 2006 ça. de Le mémoire. 14 juillet, je suis au centre d'entraînement à la Roma. OK, bah, justement, cette arrivée-là, tu la vis comment? Comme tu as dit, le lendemain, bah, je pense que du coup, les champions du monde n'étaient pas encore là, ils devaient bien bien célébrer. Ouais, ils sont venus après, ouais. Du coup, ouais, mais tu rentres quand même dans un gros vestiaire. En plus, l'Aroma de l'époque, c'est une grosse équipe, déjà avec, dirigée déjà à l'époque par Spalletti, qui a remporté la Serie A, l'année dernière avec Naples. Et surtout, à l'époque, la Serie A, c'est en train de revenir un petit peu aujourd'hui à un très haut niveau, peut-être dans les 3 vraiment plus gros championnats. Il y a un petit déclin, mais à l'époque, on est encore peut-être sur le meilleur championnat au monde, même s'il y a l'Angleterre qui, à l'époque, commence à grandir aussi. Ouais, ouais, non, mais clairement, là, on est clairement dans le meilleur championnat d'Europe, hein, ou alors le deuxième. Comme Oui, tu voilà, disais, c'est là que la Première Ligue commençait à à se émerger, ouais. développer. Là, si on met dans le contexte, Messi n'était pas encore là, ou alors il était tout petit encore, même Oui, Ronaldo venait d'arriver à Manchester, donc c'était pas encore la Première Ligue telle qu'on la connaît aujourd'hui. Certes, il y avait, les Arsenal, les Manchester, tout ça, les Real, tu avais les Galacticos, mais c'était pas encore des gros championnats. La Serie A, c'était un vrai championnat à l'époque. Tu sais, années ouais. 90, début 2000, c'était vraiment un championnat qui comptait. Et moi, en plus, j'ai grandi avec ça, hein. J'ai grandi avec les derbys milanais, avec Zidane à la Juve, Ronaldo, R9 à l'Inter. Donc forcément, ça donne trop envie. Et puis, c'est un championnat super relevé. La preuve en est, ça a connu son apogée un peu en 2010 quand l'Inter a fait son triplé. Et après, c'est vrai que après 2010, la Serie A Ouais. a commencé à décliner. Mais à l'époque, jusqu'à présent, pour moi, ça reste un très bon championnat, hein. Oui, justement, c'est ce que je disais là, depuis quelques saisons, peut-être, 3, 4, allez 5 saisons, ça commence à revenir à un Ouais, gros niveau ouais, avec, des belles équipes. Pas comme à l'époque, parce qu'à l'époque, je pense qu'on parle souvent de la Juve des 2000 ans, mais même la Roma, la Lazio ou, ou la Fiorentina ou Parme, même à l'époque, tu avais vraiment 6, 7 équipes de très, très gros niveau, quoi, de très, très haut niveau qui faisaient, ouais, de gros parcours en Coupe d'Europe. exactement. Et donc du coup, comme j'ai dit, donc tu es arrivé, sous les ordres de Luciano Spalletti. Ouais, Donc, qui est resté un moment, qui a travaillé un moment à la Roma, il me semble 4 ou 5 saisons. Alors déjà, est-ce que c'est lui qui le voulait? c'est lui, hein, D'accord. il a vu le match, il a fait: «Ah ouais, lui, pas mal. Ah ouais, il est le truc, ah direct, je le veux». C'est lui qui m'avait accueilli, on avait parlé de ça. Bon après certes, bien sûr, il y a les dirigeants à côté Bien sûr. qui font les choses, qui négocient tout ça, mais j'ai senti un intérêt de sa part. C'est aussi pour ça que j'ai accepté. Parce que j'ai vraiment senti que, la part du coach, il y avait une proximité, il y avait un truc et il m'appréciait énormément. Franchement, je pense que même voilà, ça fait très, très longtemps qu'on ne s'est plus vu, hein. Mmh. Mais, même, par la suite, quand j'avais quitté la Roma, il y avait, tu sais, quand je suis parti par la suite, on va en parler, mais en Grèce ou en Turquie, il y avait des reportages sur moi et c'est lui, il intervenait. Il disait: Mmh. «Ouais, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, tout ça, blablabli, blablabla». Et non, non et entre lui et moi, il y a toujours eu un très bon feeling. C'est un petit peu un personnage quand même, Luciano Spalletti Ouais. en conférence de presse, ah bah, à la fois un peu pas forcément froid, mais très sûr de lui, qui parle un peu doucement et Ouais, moi je voulais savoir il est très, justement très, très théâtral. ouais, que ouais, exactement, merci Théâtral, pour le mot, il est vraiment, extrêmement vraiment théâtral. Il est réputé pour ça en des Italie. émotions et ah franchement, il est connu pour ça, il est kiffé Voilà. pour ça. Des fois même, il est détesté pour C'est ça. ça. Il est particulier. Moi, j'ai Ouais. c'est marrant.
Moi, je me tapais des barres, hein, des fois en l'observant, sur le banc de touche, comme des fois il gesticulait, des fois il restait stoïque, des fois non, il était très expressif et puis ça va, il arrivait à communiquer avec ses joueurs et c'est pour moi, c'est important. Les relations avec les joueurs, c'est important. Des fois, bon, des fois ça coince. Ça a coincé un peu avec Totti, hein, sur la fin, mais sinon c'était non, c'était pour moi, c'est un top coach d'ailleurs, bah, là, il est avec l'Italie. On va voir ce qu'ils vont faire, lors de l'Euro, mais ouais, à voir, mais ça reste un top coach. Au-delà de Luciano Spalletti, tu as côtoyé du très très beau monde à la Roma. Avant de parler de la légende ultime que tout le monde attend, on va parler de la deuxième légende du club qui est aujourd'hui coach du club, Daniele De Rossi. Parce que finalement, quand tu arrives, tu es limite en concurrence avec lui et Pizarro peut-être. Ouais. Donc, justement, comment on gère ça? Donc, d'être en concurrence avec la légende du club, avec une référence à son poste, enfin la légende. La deuxième légende du club. Oh, c'est aussi une légende, hein. Ah, c'est aussi une légende. La seule raison pour laquelle il n'est pas premier, c'est parce que Totti existe. C'est ça. Donc voilà, donc comment tu as géré ça et qu'est-ce que ça t'a apporté peut-être de côtoyer un joueur de ce niveau-là à ton poste? Bah, après moi, je m'estime pas en concurrence avec, De Rossi et Pizarro, hein. Oui. Alors certes, ils jouaient le même poste que moi j'étais un peu en mode, comment on dit là-bas, je suis le vice, genre je suis le 2e, tu vois? Je suis Mhm. vraiment, on va dire, Un doublure plus que concurrent. voilà, j'étais en mode doublure quand il y avait des blessés, où on faisait un peu un turnover, c'est là que je rentrais en jeu. Après, c'était à l'époque, il avait 23 ans seulement, champion du monde déjà, Mhm. super fort. C'est comme je le dis toujours, on se rend pas compte parce que voilà, quand on parle de la Roma, on pense à Totti forcément et on se rend pas compte à quel point il était trop fort, Fede Rossi. C'est extraordinaire. Il avait des qualités, pour son poste, c'est extraordinaire, il savait tout faire. Il avait 2 pieds, il défendait bien, il avait la grinta, une technique, frappe de balle de fou, un beau jeu de tête. Non, non, il était vraiment complet puis c'est bien là, il arrive à se recycler en tant que coach donc ça prouve aussi, tu sais la connaissance le QI football qu'il a aussi. Puis après Pizarro, c'est incroyable, c'est du Verratti. C'est du Verratti et puis, non, non, il y avait aussi Aquilani. Oui, bien sûr. Aquilani qui était aussi jeune à l'époque avec moi. Lui, c'était plus mon concurrent. Très beau milieu de terrain aussi. Puis après, il y avait du monde, mais moi, ça m'a permis de progresser, hein. Même les côtoyer au quotidien, c'était super, enrichissant. Ok. Et là, pour le coup, bon, bah, on va en parler de. J'ai même pas écrit la question montée, j'ai écrit Francesco Totti. Bon. Ouais, écoute, mais moi Clairement. je te réponds Oh, Francesco Totti. moi aussi. Ouais, faut dire. Bien qu'on mette les pendules à l'heure, toi et moi, sur un truc par rapport à Francesco Totti. Un peu moins maintenant, mais il y a quelques années, on en avait parlé une fois, il y a quelques années aussi. Il y avait une petite hype sur les réseaux qui disait que Totti n'était pas un joueur si extraordinaire que ça et qu'il était considéré comme légende uniquement parce qu'il est resté, Non, il a mais fait toute sa carrière à la Roma. Est-ce qu'on peut non, mais déconstruire un peu tout ça, toi qui l'as côtoyé? c'est les gens qui ça, c'est les petits, tu vois? C'est les petits qui parlent comme ça. Non, après, tu as c'est vrai qu'il y a un débat, mais non, Totti, faut pas négliger le gars. Le mec, il a fait soulier d'or, hein, quand même, hein. Ouais. Il a fait soulier d'or à la Roma. Il a gagné un titre avec la Roma. Quand on se rend compte la difficulté que c'est de gagner un titre avec la Roma, avec des Inter, des Juve, des Milan, tout ça, en 2001 Ouais. et c'est fort. Il a gagné une coupe du monde et c'était titulaire, hein, meilleur passeur de la coupe du monde. Là, je te parle que des stats. Tu vois, je Ouais. parle pas de son là, je parle que des stats. Le mec, il a joué 20 ans à haut niveau. Il a le record, je crois, de matchs de Serie A, je crois, comme ça, et 700 matchs en Ouais. Serie A. Quoi d'autre? Je sais même pas quoi te dire d'autre, mais tu vois, pour te dire que rien que ça, déjà, ça le place à un très haut niveau, à un niveau légendaire. Après le jeu, putain, le jeu, c'est extraordinaire. Les mecs, ils ont pas vu des matchs de Totti, mais moi, je suis content parce que quand tu cherches un peu sur Twitter, il y a même des comptes spéciaux que sur Totti. Bon, des phases de jeu, c'est extraordinaire, c'est légendaire et moi aussi, le fait qu'il ait refusé parce qu'il a attention, hein, il a refusé le Real, hein, c'est pas Il a eu l'opportunité, il absolument. valait pas le niveau pour le Real, hein. Il a refusé le Real et même quand Fiorentino Pérez, il dit: «Moi, j'ai un regret, il y a seulement un joueur qui m'a refusé, c'est Totti», ça en dit long quand même. Tu vois, le mec aussi, le fait qu'il soit resté aussi fidèle à son club, à sa ville, c'est aussi en soi, c'est aussi légendaire. Donc pour moi, non, pour moi, Totti, c'est une légende. Après, OK, tu vas pas le mettre au niveau des Messi et Ronaldo, Bien sûr. mais ça reste un genre de légende, comme des Iniesta, comme des Xavi, comme des je sais pas qui, mais wesh, le mec, il a fait soulier d'or quand même, un soulier d'or.
Ouais, même si c'est OK, il a mis, je sais pas moi, 10 pénaltys, mais il faut les mettre. Absolument. Les coups francs, faut les mettre. Et sans être un pur numéro 9, Bah, pur numéro 9. plus dans un rôle de faux 9. Ouais, tu connais, Ses le qualités. système. Le système. Tu sais, on parle beaucoup de faux neuf, avec Luis Enrique à l'époque avec l'Espagne, Ouais, mais Spalletti, il avait déjà installé avec Totti, hein. Tu sais, c'était Totti, Perrotta. Perrotta, il était en numéro 10 à mon ouais, époque, derrière, Totti, mais il avait marqué moins de 10 buts. Parce que tu vois les décalages que Totti créait, tu vois les espaces que Totti créait à côté. Tu avais aussi Vucinic aussi qui était avec nous, Mirko Vucinic, un absolument. joueur extraordinaire. Et non, non, Totti, c'est légende. En fait, il y a même pas de débat là-dessus, en fait. Bon, du moins, on est d'accord. J'espère qu'on aura réussi à convaincre 2-3 Ceux personnes. qui sont pas d'accord, ils peuvent je sais pas, hein, s'il y aura des commentaires, s'il y aura des choses, mais ils peuvent J'espère. venir discuter. Poser le débat et Vous répondre pourrez le poser, mais aux arguments de Ricardo. voilà, mais après non, il y a pas de il y aura un débat, mais on connaît Bien la fin sûr, du débat. Légendaire. bien sûr, on la Légendaire. connaît. Mais aussi, j'aimerais que tu me parles aussi, bon, il en avait plein des qualités techniques sur le terrain, il en avait plein. J'aimerais que tu m'en cites une en particulier ou qui t'a vraiment marqué dans ses qualités techniques. On parlera de sa personnalité juste après. Ah, c'est une, je peux pas dire parce qu'il avait des passes extraordinaires en une touche. Heu, Moi, il y a un geste qui me revient quand je vois des compiles de Totti ou des matchs, c'est les lobes. ils appellent ça cucchiaio, la cuillère, tu vois? Mm. Là-bas, ils disent cuillère, mais nous, c'est pifnette, tu vois? C'est nous, Ouais, pifnette, ouais, eux, ils disent cuillère. Le but contre l'Inter. Le but contre l'Inter à San Siro, là, quand il dribble tout le monde, après il fait, ouais, net. ça coûte du celui-là. En fait, je pourrais pas t'en sortir une parce que comme je te dis, c'est pas c'était en une touche, c'était en déviation, c'était un truc de malade, j'ai jamais vu ça. Et sa frappe de balle aussi. Ok. Il a une frappe de balle, elle est trop chirurgicale. Rien que sur les penaltys, par exemple, les gardiens, ils savaient lui tirer fort et croiser, tu vois? Donc il tire sur la droite du gardien, à chaque fois. Mais à chaque fois, mais même les gardiens, des fois, ils faisaient comme ça, tu vois? Ils montraient le côté, il allait tirer. Mais il tire tellement fort et tellement précis, le gardien, le temps qu'il parte, c'est rentré. Attends, Du coup, ouais, c'est soit sa frappe de balle, soit comme tu as dit, sa pichenette. parle-nous un peu de sa personnalité. C'est-à-dire, c'est quand même un grand leader, un grand capitaine. Du moins sur la fin, même avant, ça a toujours été le leader de la Roma, Toujours, ouais. toujours. Donc, parle-nous un peu de cet aspect-là de Francesco Totti. En fait, c'était un leader naturel. Tu sais, D'accord. il y a plusieurs types de leaders. Tu as des leaders vraiment qui donnent de la voix, des leaders, par l'exemple, des leaders par le charisme, enfin, tu as plusieurs types de leaders. Lui, c'était un leader, on va dire, naturel qui inspirait les gens, en fait, tu vois? Il avait pas besoin de crier. Il criait jamais, en fait, il criait jamais. Il était toujours là, il parlait par la blague, il était là, il discutait tranquillement. C'était un mec vraiment normal, on ne peut plus normal. Et c'était plus des Rossi, on va dire, le gueulard qui arrivait, qui rameutait un peu les troupes, tout ça, qui avait un peu plus de grinta, tout ça. Mais Totti, c'était un mec vraiment naturel, hein, vraiment tranquille et en fait, il leadait, tu vois, il leadait par l'exemple. Je sais pas l'exemple, oui et non, mais voilà, bah, en fait, tout ce qu'il représentait, il assumait. Sur le terrain, il était très bon. En plus, le mec, je sais pas pourquoi, mais toujours le premier entraînement, toujours le premier, je crois, et limite, il dormait au club. Il arrivait super tôt et non, il était inspirant, il était inspirant. Ok, très bien. Et donc, du coup, avant de faire le bilan de ta première saison, tu venais de Strasbourg. Je pense que les fans strasbourgeois m'en voudront pas, même si c'est une très très belle ambiance à la Méno, pour dire que à la Roma, c'est une ambiance quand même incroyable. Je sais pas, je pense qu'on se rappelle, par exemple, il y a quoi? Il y a peut-être 2 ans? Ouais, c'est 2 ans que Dybala arrive à la Roma. On voit Ouais. les scènes pour l'accueillir avec vraiment une ferveur incroyable. Par exemple, cette ferveur-là, est-ce que ça se ressentait vraiment au quotidien, pas qu'au stade, dans la ville? Ouais, c'est le cas, c'est vraiment au quotidien, hein. C'est une ferveur qui est unique, hein, franchement. Même en Italie, OK, on parle de Milan, Inter, tout ça, mais franchement, la Roma, peut-être avec Naples aussi. Naples, oui, c'est très Avec réputé pour ça Naples aussi. aussi, parce que tu sais, c'est différent, c'est méditerranéen, c'est chaud, Mhm. c'est vraiment un truc de ouf et à la Roma, c'est incroyable, ils aiment leur club, c'est un truc de ouf. C'est pour ça, moi, j'aime bien ce club aussi, tu vois? Ils sont attachés à leur club. C'est Tu sais, c'est pas comme l'Inter ou le Milan, des clubs qui gagnent souvent des titres. Là-bas, quand tu gagnes, c'est fou, de toute façon, on l'a vu quand ils ont Ouais, gagné la Conference League.
Il y a plein de clubs qui ont dit: Incroyable. «Ouais, vous fêtez, c'est une vieille coupe». Je fais: «Ouais, c'est une coupe d'Europe, les gars». Ils l'ont fêté comme il se doit, tu vois? Ils l'ont fêté d'une manière incroyable à Rome et c'est ça qui est beau aussi. Les supporters, c'est pour moi, c'est parmi les meilleurs d'Europe, hein. Franchement, en toute objectivité, moi, j'ai qu'une envie, c'est qu'ils fassent enfin ce nouveau stade parce que bon, le stade olympique, c'est bien, mais avec la piste et tout, ça enlève un peu du charme. Mais ces supporters-là, dans un stade là, bien condensé, bien neuf là, tu vas voir, ça va être la folie. Ça va être la folie. Première saison, 15 apparitions, tu es très jeune, tu as 19-20 ans, comme tu as dit, là tu dois avoir la Dans le vingtaine. groupe, tu sais, Tu à arrives l'époque, dans un gros groupe, c'était pas un groupe de 22, 23 joueurs comme maintenant. bien C'était un sûr. groupe de 18 joueurs, il Oui, fallait y être, hein, dans les 18, tu bien vois? sûr. Donc toujours dans le groupe. Après malheureusement, j'ai connu cette blessure-là et après j'avais envie de partir en prêt naturellement, mais sinon c'était une saison, vraiment pour moi, c'est une bonne saison. À 20 ans, c'était top de jouer à la Roma comme ça. Justement, c'est ce que j'allais dire. Donc tu fais le choix de partir en prêt au Bayer Leverkusen. Yes. C'est ce que j'allais demander. Donc pourquoi ce choix-là? Sachant que comme tu as dit, tu fais quand même une saison, certes, où tu pas titulaire et que tu pas un temps de jeu qui est incroyable, mais pour ton âge et pour l'époque et pour le club dans lequel tu es, tu avais quand même une certaine continuité. Donc pourquoi faire ce choix de partir au Bayer Leverkusen? Très bon club aussi, attention. Et Ouais, tout simplement parce que, il y avait Rudy Voller, qui était le directeur sportif de l'époque, d'accord. qui me voulait simplement, qui me voulait ardemment, qui C'est déjà un connaissait très bon argument. ouais, ouais, c'était un argument de fou déjà. En fait, lui, il venait souvent à Rome parce que comme il a joué à la Roma, que les Oui. Leverkusen et Rome a toujours eu des bonnes relations jusqu'à présent, Ah, bah, il a vu le petit, Fati, il me voulait en prêt. À l'époque, j'étais en équipe de France Espoir, tout ça, donc voilà, ça on va dire que ça fitait bien avec la politique de Leverkusen à l'époque. Moi, là-bas, j'étais pas partant pour aller jouer en Bundesliga, mais quand j'ai vu les installations, j'ai vu vraiment, le projet, proposé. Après 2 ans, c'est rare à l'époque, ouais, même jusqu'à présent, c'est rare, enfin, après 2 ans, voilà, hein, il me donnait le numéro 4 et tout, enfin, dans le sens, bah, il y avait vraiment de l'envie, tu vois? Il y avait vraiment tout était réuni pour faire, quelque chose de bien, en fait. Donc moi, j'accepte, j'y vais, mais en fait, là, simplement, c'est le coach, voilà, il le voyait pas comme ça, quoi. Le coach, il comptait pas sur moi, clairement, donc il m'a pas fait jouer du tout, 0 minute de jeu jusqu'à fin décembre, jusqu'au dernier match de l'année et du coup, bah, je pouvais pas rester et après peut-être que j'étais trop impatient, mais c'est vrai que quand tu passes allez, si on prend les 6 mois à la Roma, tu passes de 10 matchs où tu joues, où tu es là, où tu es constamment dans le groupe, tu fais des petites rentrées, tu es impliqué, investi. Tu arrives dans un autre pays, un autre club, tu moins huppé, grand club, mais moins huppé et tu fais 0 minutes, que tu gagnes 3-0, que tu perds 3-0, coupe, parce qu'on joue aussi la coupe de l'UEFA, coupe d'Allemagne, tout. Tu joues pas? Non, c'était trop frustrant pour moi. Tu sais, à l'époque, j'avais 21 ans, j'avais qu'une envie, c'était de jouer, en fait et du coup, moi, je vois, je joue pas à 0 minutes, je suis assis, bah, je me casse, en fait, je pars et du coup, je suis parti. Mais après, maintenant, tu sais, à mon âge, avec le recul, je me dis: «Peut-être que j'aurais dû rester malgré tout». J'aurais dû rester au Bayer? Ouais, rester au Bayern. Même si je jouais pas, j'aurais dû rester travailler tranquille. Et puis en plus, il s'avère que le coach, en fin de saison, il est parti. Il s'est fait Oui. virer et pour le coup, en plus, écoute l'anecdote de fou. Enfin, j'avais signé un prêt de 2 ans, 2007 jusqu'en 2009, je pense, comme ça. Et donc moi, je suis parti. Pour me remplacer, ils ont pris, Tony Kroos carrément. Je suis parti. Après, du coup, ils cherchaient des milieux de terrain, tout ça, et ils ont pris après, pas pour me remplacer, mais pour un autre milieu de terrain, ils ont pris Tony Kroos, en prêt du Bayern. Pour un contrat que tu as permis au Bayer de recruter Tony Kroos. C'est ça, c'est Voilà, ça l'histoire. l'effet papillon, tu vois? Exactement. Dans mon livre, ça permet au Bayer de recruter Tony Kroos. Écoute, moi, si j'étais resté, peut-être, j'aurais peut-être gardé une place de milieu de terrain et donc ils auraient pas pris Toni Kroos après, donc il aurait pas explosé, donc Effectivement. tu connais, hein? Etc., etc. Même si je pense L'effet qu'avec le papillon. talent qu'il a, et encore aujourd'hui, on le voit Non, à 34, 5, quelque chose comme ça. 1989, ouais, 35, Ouais, 35 ans, ce qu'il fait encore cette ouais, saison au Real, c'est très fort. voilà. Donc, ouais, comme tu dis, tu avais quand même signé un prêt de 2 ans avec le Bayern. Finalement, au bout de 6 mois sans jouer, tu Ouais, as besoin de jouer, donc tu décides de partir. Puis un retour en France à Nantes. ouais. Ouais, du coup, je casse mon contrat et puis je pars en prêt à Nantes. Mmh. Après, qui se passe plutôt bien parce que tu enchaînes les matchs. Malgré les résultats sportifs, il me semble que cette année-là, c'est cette année-là que Nantes est relégué. Oui. Voilà. Donc, à côté de ça, toi, quand même, tu retrouves du temps de jeu. Mais justement, comment tu vis cette situation-là
tu es content de rejouer, de retrouver des minutes, de te remettre en jambes, mais à côté, et il me semble qu'individuellement, tu étais plutôt bon aussi, ça allait. Ouais, bah, justement, en fait, ça, c'est un de mes regrets de ma carrière, c'est celui-là, c'est Nantes parce que, bon, je suis arrivé en janvier, on était en Ligue 2, donc on est Ouais. monté, donc je les ai aidés, j'ai contribué à la montée de Nantes en Ligue 1. Temps de jeu, bien, nickel, enfin, comme tu as dit, performant. Après, voilà, après en Ligue 1, c'était plus compliqué. On avait bah, après, pour plein de raisons, hein, plein de facteurs différents, dans le sens où il y avait une gestion à l'époque de Kita qui venait d'arriver au club, c'était pas top. Il y avait beaucoup trop de joueurs. Il y avait une trentaine de joueurs dans l'effectif, entre ceux qui étaient montés, des recrues de la Ligue 1, des joueurs qui avaient rien à voir dans le projet, qui sont arrivés. Donc, c'était assez compliqué. Et puis après, globalement, on n'a pas été performant. Et moi, j'étais un peu à l'image de l'équipe. Je sais pas aussi performant que je l'aurais souhaité. Donc, moi, je pense que ça reste mon plus gros niveau en termes de carrière, ça reste mon plus gros regret, c'est Nantes, en fait. Parce que si j'avais fait, une belle carrière à Nantes, je pense que ma carrière aurait pris une autre dimension, je pense. Justement, parce que donc à la fin de ce prêt, donc au final d'une saison et demie à Nantes, si j'ai bien compris, tu retournes à Rome, où tu as un retour difficile, parce que là, le club, il y a toujours Luciano Spalletti qui est encore là. Donc déjà, toi, à ce moment-là, est-ce que à la fin de ton prêt, tu as des opportunités déjà de départ, ou Luciano Spalletti, pardon, te donne, on va dire, une autre opportunité de te montrer et d'essayer de gagner ta place dans le club de la Loupe? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, je retourne à la Roma, donc à la fin de mon prêt avec, Nantes en 2009 et du coup, j'arrive, au club et je dis à Spalletti: «Bon, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je dois repartir en prêt?» Parce que j'avais encore des petites touches pour aller en prêt, tout ça. Et il me dit: «Non, tu es avec moi». Et je lui dis, il m'aimait beaucoup lui. «Non, tu es avec moi, pour l'instant, on fait de la préparation et puis tu es avec moi, pour l'instant, il y a pas de souci». Et donc je fais une belle préparation, enfin, je fais une préparation, bien, à mon niveau, tout ça. Je fais les matchs amicaux et du coup, il décide de me laisser. «Non, tu restes, c'est bon, tu restes avec moi, tout ça, tu pars pas en prêt». Je suis «OK». Mais en fait, juste avant la fin du mercato, il part, il démissionne. Il démissionne et il part au Zénith, Il Saint-Pétersbourg. restera 4 ans, il fera du beau travail. Ouais, là-bas, bah, oui, après, c'est là qu'il commence à vraiment exploser aussi, hein. Il Mmh. fait du bon taf et je crois qu'il gagne une coupe d'Europe là-bas, l'Europa League, je crois. Enfin, Non, ah, c'est avec lui, OK. non, non, c'était Ah, pas c'est avec lui, là, l'Europa toi, League. C'était 2008, je crois, ou 2009, le Zénith. ah, c'est avant? Ouais, c'est avant, c'était avec Arshavin, et cetera. Donc, ouais, Voilà, OK, d'accord, OK, d'accord. OK, il d'accord. fait quand même du super boulot. On les voit en Ligue des Champions. Ouais, Il il me est semble qu'ils vont champion, en huitième. OK, d'accord. Donc il part et pour le coup, moi, je suis là, donc du coup, je pars pas. Mais c'est Ranieri qui arrive derrière. Ça se passe bien avec Ranieri aussi, même si, comme tu l'as dit, j'ai pas beaucoup de temps de jeu parce que là, l'équipe, elle tournait trop bien et en plus, on jouait le titre jusqu'à la fin avec l'Inter. C'était chaud, bah, l'année du triplé de l'Inter et on est à 2 points 2 quoi. On joue le titre jusqu'au bout, quoi. Mais Père du de coup, là, Mourinho, pour rappeler, donc 2010, donc triplé, il marchait sur tout le monde. voilà, c'était le prime de Mourinho, là, c'était vraiment chaud. Ouais. L'Inter, c'était très, très fort, mais le genre entre nous et l'Inter, c'était vraiment des combats de malades, c'était des matchs de ouf. Parce que tu sais, on les jouait en super coupe. En fait, chaque année, on les jouait en super coupe, on les jouait en coupe, en finale. On jouait le titre avec eux, on les jouait au moins 5 fois dans l'année. C'était fort, tu vois? C'était des vrais combats et non, c'est des bons souvenirs. Après moi, j'ai pas eu beaucoup de temps de jeu, mais quand même, encore une fois, j'ai vraiment pris du plaisir à être là-bas et j'ai beaucoup appris. Mais après, par contre, après oui, il fallait que je parte par Dieu, en fait. Et justement, donc, ce choix-là, donc, à l'été 2010, du coup, Ouais. tu fais le choix de partir en Grèce, à Laris Salonique. Alors déjà, pourquoi ce choix? Et ensuite, parlons un peu de ton expérience du football grec, qui est réputé pour des ambiances très chaudes. De toute façon, quand on regarde ta carrière, au final, on comprend vite que tu aimes bien Ouais. les publics chaleureux. Ouais, j'ai privilégié, l'aspect, on va dire, chaleureux, c'est vrai, la vérité. En fait, pourquoi Laris? Pourquoi la Grèce? Donc j'arrive en fin de saison, avec la Roma, il y a pas beaucoup de temps de jeu. Je voulais voir un peu mes possibilités et je te dis la vérité, moi, en fait, moi, je voulais revenir en France à la base. D'accord. Je voulais revenir en France, tout ça, mais j'ai pas eu d'offre concrète. J'ai pas eu de club intéressant, j'ai pas eu d'offre concrète et j'étais un peu bloqué et pour te dire, même repartir en prêt en série A, enfin, c'est pas que ça m'intéressait pas, mais pareil, j'ai pas eu des propositions qui m'emballaient, en fait. D'accord. Il y avait beaucoup de clubs de série B, OK, non.
Serie A, mais c'était des clubs qui étaient pas trop emballants à l'époque, je sais plus trop, mais en fait, ouais, les propositions que j'avais, c'était pas trop emballant. J'avais fait un essai, en fait, il y avait Blackburn en Première Ligue qui était OK. intéressé, mais qui m'ont dit: «Bon, allez, vu que tu as pas beaucoup joué, on va te voir en prêt». J'ai fait un essai avec eux et à l'époque, ils avaient déjà Nzonzi, Steven Nzonzi. Ils ont dit: «Non, bon, tu es genre, tu plus ou moins du même profil», donc en gros, c'était mort. Mais ouais, j'étais encore sous contrat en plus avec la Roma, tu vois? Donc ils ont dit: «Non, en plus, je pense qu'on va devoir payer, je sais pas moi, des transferts», enfin, je sais pas, donc ça s'est pas fait. OK, fin, merci. Et du coup, il y a Hector Cooper qui me contacte personnellement. Hector Cooper, l'ancien grand coach de Valence, Inter, tout ça. Oui, on passe aussi par l'Égypte. Il me semble Mmh. qu'aujourd'hui, il est avec la Syrie. Aujourd'hui, non, c'est, exactement, aujourd'hui, il a avec la Syrie. Ouais, donc une grosse carrière de coach, ouais. Puis Ouais, à l'époque, comme tu as dit, c'était le Valence des années 2000 qui faisait finale de Ligue des Champions. exactement. D'ailleurs, pour la petite histoire, son adjoint actuel était un des coachs qui était avec lui. Il l'a rencontré à l'Aris Salonique, il a appris, il a gardé avec lui partout. En bref, D'accord. un bon ami à moi. Et du coup, Hector Cooper, il m'appelle, il me dit: «Voilà, on a un projet à l'Aris Salonique, on fait l'Europa League, Ouais. voilà, on monte un truc intéressant avec des bons petits joueurs, le salaire intéressant, nanani». Donc je me renseigne sur le club, sur la ligue. Je me dis: «Bon, pourquoi pas?» tu vois, en fait? Et on est arrivé fin du mercato aussi, hein, donc j'étais encore à la Roma. Bon, est-ce que je prends le risque? Parce qu'il me restait 1 an de contrat avec la Roma. Est-ce que je prends le risque de rester à la Roma et pas encore fin de saison encore blanche, après je suis en fin de contrat, là, c'est différent. Là, je me dis: «Il y a un nouveau contrat de je crois que c'est 3 ou 4 ans avec un bon petit salaire, en plus Europa League», enfin tout. Voilà, je dis: «Vas-y, tu sais quoi? Allez, on tente la Grèce, on y va». Et du coup, voilà, j'ai signé 31 août à l'Aris Salonique. Et franchement, c'était 2 belles saisons. C'était 2 belles saisons. J'ai eu beaucoup de plaisir, de bons plaisirs là-bas. On a fait des vrais matchs. On a joué contre l'Atlético Madrid. C'est ce que j'allais dire, vous faites un super parcours, enfin, Super tu t'arrêtes en parcours. 32e et vous faites une superbe phase de poule, d'Europa League. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On s'arrête, après les poules. En tout cas, on passe les poules, il y avait Leverkusen, il y avait Atlético Madrid, le Rosenborg. On passe, je crois, le 2e. Après, on perd contre City à l'époque de Mancini. Et pour le coup, ouais, c'était super. Et malheureusement, il y avait des problèmes de gestion, quoi, de salaire. Donc, tu es plus payé la seconde année. La première année, elle s'est passée de manière magnifique. La seconde, plus compliquée. Et pour le coup, c'est là que après je suis parti. Mais après, oui, c'était des belles saisons. C'était pas un championnat très relevé. C'est pas un championnat très, très homogène jusqu'à présent. Tu as OK. 4-5 équipes qui sont bonnes, qui ont un bon niveau. Mais tu as PAOK, tu as Oui, Nice, tu as et Pana. Pana. Après, tu as toujours une 5e équipe qui arrive à être bonne en général. Des fois, avant nous, c'était Atromitos, Athènes. Mmh. Après, c'était d'autres sortes d'équipes qui arrivaient à monter, mais tu as toujours 5 équipes qui sont bonnes. Après, les 10 autres, on va dire, elles sont moyennes. C'est niveau Ligue 2, quoi. Puis après, du coup, bah, je suis parti. J'ai fait mes 2 ans, après, je suis parti. Je reviens enfin en France, justement, après ton expérience, en Grèce, où la deuxième année, comme tu as dit, il y a eu les problèmes de gestion et donc tu reviens à Ajaccio. Tu restes Ouais, à Ajaccio en Ligue 1. Donc là, on est à l'été 2012 quand tu signes à 2012, ouais. Ajaccio, c'est ça? 2012. OK, et tu fais vraiment une top première partie de saison avec Ajaccio. Franchement, j'étais chaud. Et ouais, donc voilà, justement, bah, raconte-nous, comment tu arrives dans cette forme-là. Là, tu quel âge à cette époque-là? 2012? Ouais, tu as 26 ans à peu Ah, près? 26 ans, bah, tu sais, 26 ans, on arrête. Ouais, tu es vraiment, dans la fleur de l'âge, quoi. Exactement, c'est là où tu es au top. En plus, comme je te disais, moi, je sortais de saison pleine. Avec mon expérience de la Roma, tout ça combiné fait que je suis un joueur, on va dire, assez accompli. Et j'arrive à Ajaccio, en fait, c'est mon agent, il me dit: «Ouais, bah, Ajaccio, ils te veulent, ça, la Corse». Je suis: «OK, bah, vas-y, on y va, hein». Au début, je te cache pas, j'avais un peu de préjugés par rapport à la Corse. Oui, bien Mais, sûr. comme je disais, c'est là-bas, j'ai passé mes 2 plus belles saisons, je pense, de ma carrière. C'est vraiment mes 2 plus belles saisons. J'ai découvert, un coin extraordinaire, des mecs, des gens super gentils, le club familial, pas trop de moyens, mais top. J'ai pu faire pratiquer mon football. Et encore une fois, hein, le seul bémol que j'ai eu, c'est ma blessure. C'est une grosse Grosse blessure, blessure ouais. au tendon d'Achille, ça qui m'a écarté des terrains pendant 8 mois. Mais ouais, comme tu disais, j'ai fait un début de saison de folie, j'étais chaud. Bah, après, tout était réuni pour faire une belle saison. Il y avait une belle bande de joueurs sympas, bande de potes, c'était Ochoa dans les buts. Non, Ouais, Memo c'était Ochoa, il me intéressant. semble, Ouais. Il y avait et Samaritano Benjamin aussi, André, bon petit joueur aussi, ouais. Benjamin André Benjamin qui André, oui. continuait, non, tu avais Moutou qui était là, Tréfène Moutou, même s'il Oui. avançait plus trop. Bah, première saison, pas mal, je crois, de Moutou, hein. Il me semble qu'il Ouais, a une petite ouais, dizaine de buts, ouais, pas mal, il marquait, penalty, ouais. France, c'était Mmh. intéressant. Après, la seconde saison, plus compliquée avec Ravanelli.
Après, pareil, tu sais, la seconde saison, il y avait des circonstances qui ont fait que la saison, elle s'est mal dégoupillée. Pourtant, encore, on avait une vraie équipe, hein. On avait des Pedretti qui jouaient encore à l'époque. Ouais, On avait attiré des bons petits joueurs. Mais avec Ravanelli, ça a pas pris du tout. Et on est descendu, quoi. ouais. Et bah, justement, dans ton expérience corse, c'est le moment de parler, d'un moment particulier de ta carrière. Il me semble, hein, que tu as affronté ton frère dans un derby. Ouais, Alors, lui jouait à Bastia, toi tu ouais. jouais à Ajaccio. Donc du coup, on va parler d'abord de ce match-là et après on va parler de ta relation, on va en profiter pour parler de ta relation un peu avec Jacques. Donc d'abord, ce match-là, ça fait quel effet déjà d'affronter son frère? Bah, alors déjà, mon frère, je l'avais déjà affronté, par le passé, lors d'un Nantes-Sochaux. Là, dans un derby Vraiment, corse. Le derby corse, derby corse, c'est chaud. c'était fort. C'était pas marrant, mais c'est un joli clin d'œil. On s'est pas trop calculé. En plus, on était, 2 coins du terrain opposés. Je crois, lui, je jouait arrière droit, je crois, ce match-là, ou central et moi, j'étais en 6, donc on s'est pas trop croisés sur le terrain. Mais, des moments, c'était chaud sur le terrain, on se poussait un peu et tout ça, c'était moi, je trouvais ça marrant, en fait. Mais c'était un joli clin d'œil. Ouais, c'est sûr. Et bah, du coup, on va en profiter pour parler, de ta relation avec ton frère. Comme tu as dit, lui aussi a fait une belle carrière dans le foot. Ouais. Donc, il a 2 ans de plus que toi, il est passé par l'INF avant toi. Ouais. Et justement, comment ça t'a servi d'avoir un grand frère qui, entre guillemets, a fait, un peu, j'imagine, «l'éclaireur» devant toi, entre guillemets? Bah, pour tout te dire, au début, ça m'a un peu desservi dans le Ah sens ouais? où, bah, oui, c'est pas facile d'être dans le nom de Forcément, ton ouais. frère. En plus, Il tu y a ce sais, bon, côté-là. comme tu l'as dit, c'était un crack quand il était jeune. C'était vraiment, un espoir. Il y avait des comparaisons, ça me disait: «Ouais, tu es pas comme ton frère» et ci et ça, des reproches par rapport à mon frère. C'était assez, c'était lassant, c'était Ouais. lourd. Mais après, forcément, oui, il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup conseillé surtout. À Claire, c'était pas facile, mais dès que je suis parti en centre, c'est là il a commencé à me conseiller. On s'appelait souvent et voilà, j'ai eu la chance, voilà, de l'avoir au-dessus de moi parce que, ouais, comme tu l'as dit, il m'a un peu éclairé, il m'a un peu déblayé la route, comme j'aime bien le dire. Il m'a permis d'aborder, certaines étapes de ma carrière avec plus d'expérience, hein, du coup, hein, plus de sérénité et jusqu'à présent, il me conseille, il m'aide, on est là. Maintenant, on s'entraide parce que maintenant aussi, je commence à prendre de l'âge, aussi je prends de la bouteille, donc c'est bien, on s'entraide, donc c'est vraiment intéressant. Mais bien sûr, bien évidemment fier et avec lui, ça a toujours été, all good, quoi, toujours bien. Bien sûr. Et justement, t'en parlais, bah, il y a le côté positif, tu l'as évoqué, le fait, d'avoir un peu déblayé les chemins, mais comme tu as dit, ça a été compliqué aussi, la comparaison, surtout en jeune. Et justement, toi, comment tu réussis à vraiment affirmer ta personnalité à toi, à vraiment marquer ta différence avec ton frère, quand tu es jeune et surtout à pas perdre le pied, quoi? Bah, J'imagine que c'est difficile, surtout ouais, quand tu es c'est jeune, comme d'être comparé en permanence. c'est clair. Bah, écoute, moi, c'est simple, j'ai marqué ma différence en partant à Strasbourg. C'était mon seul moyen, c'est de fuir loin de lui, en fait. C'est ça, la différence. Non, mais Oui, après, sérieusement, bon, après, quand on était à Clairefontaine, ça va, on s'est côtoyés seulement 1 an, mais c'était dur. C'est dur, donc tu peux pas, en fait, tu peux pas. Moi, justement, j'ai encaissé, j'étais là, je faisais en sorte d'essayer de faire ma propre route, en fait. Et mais après, comme je te disais, oui, c'est le fait d'être moi à Strasbourg et lui à Rennes. Voilà, moi, je me suis dit: «Voilà, maintenant, je fais mon propre chemin, quoi». Tout simplement, en fait, c'est simple, quoi. Maintenant, je suis seul. Maintenant, vous allez pas dire que mon frère, il est avec moi ou pistonné, tout ça. Non, non, non. ouais, Là, je vais réussir parce que c'est Ricardo qui joue, quoi. C'est pas le frère ouais. de Jacques, tu vois? Donc c'était ça. Mais après, ça va. Finalement, après, globalement, ça s'est bien déroulé. Au début, c'était pas facile, comme je te disais. Mmh. Mais après, ça va, ça on a vite fait la distinction entre les 2 frères. Eh bien, tant mieux. Donc, pour revenir sur ton expérience à Ajaccio, comme tu dis, tu es vraiment au top. Tu fais un super début de saison. Je me rappelle, d'un but, un retourné, je sais plus contre qui, il y avait Ouais, Bordeaux. plus Bordeaux, absolument. Il me semble que tu marques aller-retour, contre Ouais, Bordeaux. les recours, ouais. En plus, le coach, c'était Gilot, qui était Ouais, coach de mon frère à l'époque à Sochaux absolument. et qui même il me voulait, me récupérer tout ça à l'époque à Sochaux. OK. Mais après, bah, justement, j'ai eu cette blessure. En avril Ouais, 2013. ouais. Je me fais opérer en novembre 2013, ouais. Ouais, et donc tu reviens, puis rechute pour 8 mois. Rechute pour 8 mois, donc tu reviens qu'en décembre. C'est la première fois que ça t'arrive, il me semble, d'être blessé aussi Ouais, longtemps. ouais. Donc, comment tu gères, même mentalement? Parce que c'était un moment de ta carrière où tu étais, vraiment au top, comme on le disait. Tu enchaînais les matchs, titulaire, il me semble que tu sortais quasiment jamais. Ah ouais, je suis là, ouais.
tu étais hyper performant et d'un coup, cette blessure est venue, tout stopper d'un coup. Donc comment tu as fait pour gérer ça mentalement déjà? C'est dur, hein, c'est vraiment frustrant. En plus, c'était pas une blessure, on va dire, nette. C'est comme un croisé où en fait, mon tendon d'Achille, il s'est pas pété d'un coup, en fait. C'était vraiment une fissure. J'avais une fissure au tendon d'Achille et qu'en fait, quand je jouais, en fait, ça a commencé vers janvier, février et quand je jouais, plus je jouais, plus j'avais mal, en fait et je me rendais pas compte, mais j'avais super mal en plus et tu sais, à l'époque, moi, j'étais titulaire. Le coach: «Non, j'ai besoin de toi». En plus, on jouait le maintien, les médicaments, les anti-inflammatoires et tout, j'en consommais de fou et il fallait vraiment que je réponde présent. Et il y a un moment, j'ai dit: «Stop». En plus, à l'époque, je me rappelle, c'était contre Toulouse. J'ai pris un tacle, de Rabiot qui était prêté là-bas. Ma cheville, elle a pas réagi comme d'hab, en fait. J'ai fait: «Non, non, c'est bon, là, j'ai un truc, là, c'est pas possible» et du coup, j'ai fait les examens et mon tendon ne tenait qu'à un fil, en fait. Vraiment, c'était à la limite de la rupture, mais j'avais super mal, en fait. Ils m'ont dit: «Non, mais là, il faut opérer». Du coup, j'ai opéré. En fait, ils m'ont resectionné pour le rattacher, enfin, comme si je me suis fait, du coup, un Mmh. rupture totale. Opération et tu sais, un tendon d'Achille, c'est particulier. La rééducation, en plus, surtout le tendon d'Achille, tu sais, bah, c'est là que tout le poids est concentré, les mouvements, le poids. Bien sûr, c'est une blessure très difficile. J'ai un exemple hors foot, mais au basket, bah, Klay Thompson, Ouais, Golden State qui est resté, je crois, 2 ans sans jouer parce que rechute. exactement, ce que C'est une blessure vraiment hyper redoutée par les sportifs. On parle beaucoup des croisés. Kimpembe. Aussi, ouais, c'est le tendon d'Achille Il aussi, va revenir, il est revenu, il s'est refait opérer parce que le tendon d'Achille, c'est vraiment il y a un protocole très strict à suivre et il faut vraiment s'y tenir. C'est pas comme les croisés, comme tu dis, ou comme, certaines blessures où tu peux accélérer, où ça se reconsolide plus rapidement, comme un muscle, par exemple. Mais, ouais, tendon d'Achille, c'est compliqué. Du coup, moi, c'était très frustrant. Ouais, j'ai passé l'été à travailler, j'avais du mal à revenir, et même quand je suis revenu en novembre, j'avais encore des douleurs, donc il fallait encore traiter tu vois, le tendon, tout ça. Non, c'était vraiment, un épisode très difficile, à passer, mais bon après, avec le temps et avec beaucoup de travail, hein, je précise, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup de patience, j'ai réussi à revenir bien. Du coup, là, mon tendon après, bah, après 1 an, il est revenu à la normale. d'accord. Et bah, justement, après ton retour, malheureusement, vous n'arrivez pas à vous sauver, Ouais, il me semble, avec Ajaccio. ouais. Donc, descente en Ligue 2 à la fin de la saison 2013-2014. Tu as connu plusieurs fois, la relégation, donc du moins, tu as beaucoup joué le maintien dans ta carrière. Le fait qu'il y ait des joueurs qui sont, entre guillemets, «faits pour jouer le maintien», est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment parce que toi, tu as connu aussi jouer le haut du classement, même si tu étais pas titulaire, Mmh, avec la Roma. mmh. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment des joueurs qui sont pas faits, entre guillemets, pour jouer un maintien? Ou, des joueurs plus à même de le jouer? Est-ce que c'est vraiment une mentalité particulière? Alors, c'est clair qu'il faut une mentalité particulière pour jouer un maintien. Il faut avoir une mentalité, différente que quand tu joues, une montée ou tu joues l'Europe, c'est totalement différent. Après, tu peux pas le savoir. Par exemple, tu peux pas identifier un mec qui va dire: «Ah lui, t'inquiète pas, tu as déjà comme ça, vous allez vous maintenir». Non, ça tu le découvres en fait, pendant la saison, sur le long terme, pendant le temps quoi, sur le temps et et en effet, je suis d'accord avec toi dans le sens où, ouais, si tu veux jouer le maintien ou si tu veux te maintenir, il faut développer, certaines qualités, surtout mentales, pour justement assurer ce genre de choses. Parce que je peux te garantir que jouer le maintien, comment c'est dur. C'est mentalement, c'est prenant, tu as la pression à chaque match. Tu joues moins libéré que si tu jouais l'Europe ou les premières places. Quand tu as la pression aussi extérieure, que ce soit au niveau du club, au niveau des supporters, tu sais, combien de fois j'ai des discours de supporters ou des gens: «Ouais, si on descend les salariés et puis ouais, moi je viens au stade mouiller le maillot», mais mouiller le maillot, mais on fait p le maillot, on fait plus que le mouiller, mais des fois ça suffit pas, tu vois? C'est Mmh. pour ça, c'est compliqué. Faut faire preuve vraiment de résilience et il faut travailler, il faut essayer de faire la part des choses, de rester concentré dans son objectif. Après, ouais, jouer le maintien, c'est dur, hein et moi, comme tu l'as dit, je l'ai joué souvent dans ma carrière, hein. Ça requiert ouais, des capacités mentales et psychologiques, importantes. Tu vas découvrir un autre pays après cette expérience et malheureusement cette relégation avec Ajaccio, tu pars au Standard de Liège. Yes, Là, tu repasses d'un moment où tu jouais le maintien, comme tu dis, au moment où tu jouais les premières places. Je sens même que vous faites les barrages de Champions League. et bah, Champions League. Je sais pas si tu étais encore là. Si, j'étais là. Tu étais arrivé? Bon, OK. ils m'ont fait venir rapidement pour que je puisse les jouer.
Du coup, ils ont accéléré les négociations et j'ai pu jouer les barrages, bah, justement contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Malheureusement, on n'est pas passé et du coup, on a été reversé en Europa League. C'est ça. Bah justement, est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de cette expérience que tu as eue au Standard, en Belgique? Pareil, pareil, très belle expérience. Sincèrement, après, bon, tu vas dire, ouais, partout c'était bien, mais yeah, c'était, tu sais, moi, j'ai pas choisi mes clubs vraiment par défaut, hein. Je voulais trouver des clubs où je pouvais vraiment kiffer, parce que si vraiment j'avais voulu penser qu'au côté, on va dire, financier, tout ça, j'aurais peut-être signé dans d'autres clubs. J'ai fait le choix de l'ARIS pour le jeu, pour les supporters, pour le kiff et Standard pareil. Je savais que c'était un club familial avec des beaux supporters, que ça jouait l'Europe, c'était vraiment intéressant, ça jouait au foot, tout ça, donc voilà, je voulais vraiment y aller. Du coup, découvrir aussi la Belgique, un pays que je connaissais pas forcément et franchement, c'était une belle saison. Pareil, j'étais titulaire, je faisais mes matchs, j'étais performant, j'étais bien. Même si on n'a pas vraiment rempli toutes les cases au niveau des objectifs, parce qu'on voulait quand même se qualifier, en Coupe d'Europe, on n'a pas réussi à passer les poules. On voulait finir, je crois, dans les 3-4 premiers, on a fini 4e, je crois. On voulait finir on voulait jouer le titre, on n'a pas réussi à jouer le titre, en tout cas. Et puis après, au bout d'un an, bah, je suis parti parce que j'étais, acheté, tout simplement. Il y avait, Bursaspor qui me voulait. Ils ont offert un transfert au Standard. Le Standard, à l'époque, il y avait un grand changement au niveau de la présidence, au niveau de la direction. À l'époque, j'avais déjà 29 ans. Je commençais à prendre de l'âge. Après, Standard, il s'est plus porté sur la jeunesse. Donc, ils ont dit, voilà, écoute, il y a Bursaspor, il propose un montant, transfert. Écoute, ce serait bien que tu partes. Du coup, j'aurais bien aimé rester, hein. J'ai signé 4 ans là-bas aussi à Liège. J'aurais aimé faire au moins 2 saisons. Mais au bout d'un an, je suis parti. Ouais. En Petite Turquie. particularité avant de parler de la Turquie, qui est quand même un gros passage de ta carrière et même de ta vie, je pense. Ouais. Ah, donc, pour rester un petit peu encore sur le Standard, vraiment un truc très rapide, il y a un truc particulier en Belgique, c'est les playoffs. Oui. C'est le système de playoffs. Ouais. Très rapidement, juste que ce système-là, t'en penses quoi, en fait? Je trouve ça nul parce que ça désavantage trop le premier en fait. Pour ceux qui savent pas, en fait, je sais pas si c'est encore le cas, disons, je Il me crois qu'il y a semble que oui. oui, parce qu'en Belgique, ils sont un peu fous là-bas. Chaque saison, ils changent de format de championnat, c'est bizarre et du coup, à l'époque, le format, c'était les 5 premiers ou les 4 premiers, ils refont un championnat entre eux, mais ils divisent les points par 2. Ça veut dire que tu finis la saison comme on est 16 équipes, au bout de 30 matchs, tu as 60 points. Tu es 1er, 60 points. Le deuxième a 50 points, pour 2. Toi, tu as 30 points et le deuxième, il a 25. Ça fait 10 points d'avance, OK? Après, tu n'as plus que 5 points, sachant que tu vas jouer 2 fois l'équipe, chez eux et chez toi et tu as encore 10 matchs supplémentaires ou 8 matchs supplémentaires parce que, 4 et 4, ouais, il y a 4 et 4, 8. Ouais, vous êtes 10, vous êtes, 5, donc 4 et 4, 8. Tu fais 8 matchs supplémentaires et tu as que 5 points d'avance. Alors à la base, tu étais en championnat, tu as fait une vraie saison, tu as 10 points d'avance. Moi, je trouve ça vraiment scandaleux et l'année avant que j'arrive, c'était le cas du Standard. Ils étaient premiers de loin. À l'époque, il y avait encore, tu sais, ça, tu sais pas te rappelles des Méchoui, Ouais, Michy Batshuayi, bien sûr, qui arrive à l'OM, bah, l'année où toi, tu arrives au Standard. voilà, exactement et l'année où ils partent justement de Liège, ils sont premiers de loin. Ils coupent les points, donc ils avaient 12 points, ils ont plus que 10 points. Ils vont faire un match, ils perdent un match, c'est des matchs compliqués, hein, à l'extérieur, ils vont jouer à Bruges, ils perdent, Anderlecht qui gagne. Ils ont après, il y a plus que 3 points. Donc Anderlecht, ils sont galvanisés, tu vois? 2 matchs contre Anderlecht, tu perds un, boum, boum, calendrier il fait que tu es plus champion. Pour moi, je trouve ça ridicule, ça désavantage trop le champion. Enfin bon, ça c'est des fois, c'est le football, on comprend pas, des fois c'est régi par des mecs qui ont jamais joué, des fois c'est particulier. Mais bon. Ok. Bah, merci pour cet avis tranché, en tout cas, et assumé. Ah oui, non, c'est tranché, c'est assumé, même pendant ma carrière, enfin même à l'époque, je le disais, je disais: «Mais ça, c'est ridicule ça». On va entamer le chapitre de la Turquie. Donc, toi, tu l'entames à l'été 2015 en signant à Bursaspor, Ouais, qui est pas un petit club en Turquie, attention. Ouais, ouais, pas Galatasaray ou Beşiktaş ou Fenerbahçe, mais c'est en dessous, juste, c'est qui a joué la Coupe d'Europe à l'époque. le rare club, champion, hors Istanbul, hein, avec Oui, Trab c'est le seul même avec Istanbul. ouais, dans les années, pas très, en En 2010, 2017 ouais, quelque chose comme ça, ouais. et moi je signe là-bas en 2015, donc imagine, c'est vraiment récent, on va en parler, mais ils ont tellement été mal Il gérés. me semble que tu as des choses à dire sur la Turquie. Ah, Il y a beaucoup de rumeurs sur le foot turc, etc., les problèmes de gestion, tu arrives pour ça. Et après 2 premières saisons très correctes, même plutôt bonnes, hein, ouais, il se passe quoi en 2018?
concrètement, en 2017. En tout cas, la troisième saison que tu fais à Bursa, Ah oui, ma troisième parce saison. que oui, où Ouais. tu joues quasiment pas, vraiment, où tu es mis au placard. L'histoire, complète et un peu précise, c'est ça, c'est que en fait, je fais mes 2 saisons avec Bursa Sport, ça se passe bien. Même si la seconde saison, c'était compliqué parce que voilà, on remplit pas tous les objectifs. On termine par jouer le maintien. Encore une fois, pour plein de raisons, hein, des joueurs qui partent, des embrouilles, des salaires non payés, enfin bref, le lot de la Turquie, du championnat turc. Mais donc on arrive à se maintenir la seconde saison et la troisième saison, en plus c'est Paul Le Guen qui arrive, à Oui, Bursaspor. Il vient me voir, il me dit: «Ouais, c'est pour te dire que je compte pas sur toi, cette saison». «Pourquoi?» «Non, parce que je vais faire venir un tel et tel joueur, tel et tel joueur». Enfin, à l'époque, il sortait du Cameroun en tant que coach, en tant que sélectionneur. Il voulait ramener beaucoup de joueurs camerounais comme Stéphane Mbia, Alex Song, enfin des amis à moi, tu vois? Et il me dit: «Voilà, je veux refaire toute mon équipe et là, vu que il te reste 1 an avant la fin de ton contrat, je pourrais te le dire, que tu fasses une saison blanche». Je fais: «Non, mais moi je suis là, j'ai envie de jouer, en fait», tu vois? En fait, il s'avère que, ils avaient reçu une offre, d'un club, je sais pas, un club israélien ou un club norvégien, tout ça, Moussa Sport, pour que je parte. Moi, je fais: «Non, moi je suis là, j'ai encore un contrat, je suis bien, je suis parmi les cadres de l'équipe». En plus, j'ai vraiment fait 2 saisons pleines, performant, bien et du coup, moi, je voulais pas partir, en fait. Et du coup, elle se dit: «Non, non, il faut que tu partes», pareil, on a eu un transfert, enfin, c'est fascinant. Et là, je reste, je peux pas partir. En plus, les clubs qui s'intéressaient à moi, c'est pas des pays ou des championnats dans lesquels j'envisage évoluer. Tu sais, comme je te disais avant, s'il y a pas le feeling, j'y vais pas, même si: «Ouais, mais regarde, ils vont te proposer plus, ils vont faire la Champions League, tout ça». Je fais: «Non, non, ça ne m'intéresse pas. C'est pas des endroits où j'ai envie d'y aller, en fait, c'est tout». Et du coup, bah, ils l'ont mal pris parce qu'à la fin, ils ont dit: «Voilà, mais si tu restes, tu joueras pas». Je fais: «Mais vous ne pouvez pas dire que je vais pas jouer. Dites-moi, faites venir vos joueurs» entre guillemets et vous pouvez pas me mettre à la cave comme ça. C'est dans le sens, maintenant, faites jouer les meilleurs. Moi, maintenant, je suis dans l'effectif dans le groupe. Maintenant, si vous voulez pas faire jouer pour X ou Y raison, ça, c'est votre problème. Mais vous paierez un joueur que vous ne ferez pas jouer. Maintenant, si vous faites venir tel ou tel joueur ou des joueurs sont beaucoup plus forts que moi je vois, je me retrouve petit titulaire, oui, en effet, là, je vais considérer un départ, mais c'est pas le cas. Donc voilà, les meilleurs joueront. En tout cas, moi, je suis là pour j'ai ma place, parce que je connaissais mes qualités et puis, c'est pour lui, c'est pas comme ça se passe pas comme ça. C'est pas toi, tu pars: «Allez, ciao, ah, je vais où? Ah, je vais en Norvège. OK, bah, ciao. Ah, je vais Maccabi Tel Aviv ou Maccabi Haïfa, ils me veulent. Ah, bah, ciao». Non, pas comme ça. C'est pas comme ça. Enfin, du moins, moi, c'est pas je vois pas comme ça. Pourtant, j'en ai fait des clubs, hein. J'en ai fait des clubs, des pays, mais ça s'est jamais passé comme ça. bah, on a tendance parfois, dans certains clubs, à considérer un peu, tu sais, les joueurs, limite comme des marchandises, Ouais, «Viens pas, je te prête ici, reviens, repars» et tout et je c'est totalement compréhensible que tu aies refusé de partir si tu te sentais bien déjà là où tu étais et puis si tu voyais pas de raison de partir. oui, c'est ça. Après, à leur décharge, ça fait partie du jeu aussi. On Ouais, est c'est le business. considérés comme des actifs, donc il y a pas de souci là-dessus. Moi, comme je te l'ai dit, hein, je me répète, mais j'ai fait 10 clubs dans ma carrière, donc je sais de quoi je parle. Mais il y a des moments, il y a des manières de faire, entre guillemets. Et Bien pour sûr. le coup, là, j'ai refusé et ils me faisaient pas jouer. En fait, ils me mettaient même sur le banc, ils me faisaient pas rentrer. Le gars, il me disait: «Non, mais tu as dit en haut», ils m'ont dit: «Bah, OK». Je dis: «OK». Bah, ça, c'est malheureusement, moi, ça me fait chier parce que j'ai envie de jouer aussi, bien sûr. Mais si vous vous privez d'un joueur, et le pire, c'est qu'à chaque fois que je jouais bien, enfin, j'étais bon, quoi. Des fois, je me rappelle une fois, il y avait beaucoup de suspendus blessés. Il me dit: «Moreki», là, je leur ai dit: «J'ai pas le choix, faut que ça, je veux». Bah, j'ai dit: «OK». Il m'a fait jouer, je te promets, hein, je garantis, je suis homme du match. L'équipe type tu sais, de la semaine là, 2 semaines, ouais. le week-end suivant, il me dit: «Bon, bah, le mec sort une suspension ou une blessure, bah, là, j'ai plus le choix, je dois te remettre, sur le banc». Ça me fait chier, mais je suis obligé. Il me ça, Paul Le Guen. Et bah, je sais, bah, écoutez, bah, OK, il faut que je vous dise. Moi, et pas moyen de parler avec les dirigeants. L'année s'est passée comme ça, j'ai dû faire 4 5 matchs et voilà, après j'étais en fin de contrat et puis, je suis parti. C'est vraiment dommage et maintenant il y a conséquences pour te dire que vraiment c'était vraiment bête. C'est les conséquences vraiment de leur, peut-être de leur manière de voir, manière de faire. Aujourd'hui, on est en 2024, le club il est en troisième division, dernier, il va Rien de dire. être liquidé. Donc c'est une conséquence. Et moi, l'année où je pars, l'année d'après, c'est l'année où ils vont en Ligue 2, en seconde division. Tu vois? Donc
vois, la manière de penser des clubs, de l'environnement, ça fait que c'était pas viable. C'est dommage. Et justement, par la suite, tu rejoins Ouais, Ankara Gucci, si je le dis bien, ouais, en caractère de jeu, ouais. Ankara Gucci. Donc, et ça se passe bien, plutôt, au début. Pareil. Et pareil, tu es rattrapé par les us et coutumes Ouais, c'est ça. des clubs turcs. Ouais. Et donc, du coup, décris-nous encore cette fois-ci, qu'est-ce qui cloche encore une fois là? Cette fois-ci, il me semble que c'est pas avec un problème d'entraîneur. Non, non, là, c'est autre chose. Là, c'est pareil. Bah, du coup, je signe à Ankara, 2018. 6 mois top, titulaire, enfin, Ouais, c'est ce que je vois jusqu'en février, même, moi, j'ai noté, hein, où ça se passe très ouais, j'ai fait tout bien, tout. En fait, on arrive en janvier et comme j'étais le capitaine des étrangers, parce qu'en fait, en Turquie, c'est particulier. En fait, tu as le droit à un quota de 14 joueurs étrangers. Enfin, ça varie selon les saisons. Des fois, c'est 14 joueurs, des fois, c'est 12 joueurs, des fois, c'est 10 bien. plus 4. Enfin, c'est particulier. En fait, tu as un quota de joueurs étrangers et tu as les joueurs locaux. Et en fait, les joueurs étrangers sont payés en général en dollars ou en euros et les joueurs étrangers sont payés en monnaie locale, en général, dans les clubs. Et pour le coup, il y a des joueurs étrangers qui sont payés donc du coup en monnaie étrangère, qui ne sont pas payés 3 4 mois, enfin comme d'hab. Et comme moi, j'étais le capitaine des étrangers, ouais, Ricky, il a parlé avec eux, il va leur dire: «C'est pas normal, on n'est pas payé». Forcément, en tant que «leader» entre guillemets, moi, c'est moi qui vais parler avec les dirigeants. Je dis: «Oh regardez, il se passe ci, il se passe ça». En plus, ça se passait bien, on était bien, on était bien classés au milieu de tableau, tranquille pour, on dirait juste à l'époque, c'était un club promu, tranquille. «Ouais, mais vas-y», embrouille. Et en fait, au 1er ou 2 février, tu dois faire ta nouvelle liste, en fait, de joueurs. Après le mercato, tu fais ta liste de joueurs et en février, ils m'ont pas mis dans la liste de joueurs. En gros, ils m'ont puni. Ils m'ont dit: «Bon, toi, comme tu parles trop, entre guillemets, tu fais Ouais. on te met pas dans la liste de joueurs». Tous ceux qui ont parlé en fait, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis d'eux-mêmes pendant le mercato d'hiver, en faisant la lettre à la FIFA, en se plaignant, tout ça. Moi, je l'ai pas faite, nin et après on arrive le 2 janvier, ben, ils me disent, 2 février, pardon. Tu vois, boum, 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 tu es pas dans la liste pour la fin de saison. Ça veut dire que pareil, j'ai fait 19 matchs de août à février, donc Ouais. tous les matchs quasiment, sauf un Ouais. suspendu et de février à mai, 0 match parce que je suis pas inscrit dans la liste. Punition pour avoir réclamé de l'argent qu'on te devait à toi, mais aussi au nom de Tout le tout monde, le groupe. oui, tout le monde en fait. Moi, j'ai parlé en fait, j'ai payé, le fait d'avoir Ouais, parlé. En plus, c'est un truc pour le bien de l'équipe, pour le bien de bien nous sûr. et en plus, j'étais d'accord sur contrat avec eux, donc ils devaient me payer. Ils m'ont payé pour rien encore une fois. Et après on est arrivé, en mai, ils sont revenus vers moi en disant: «Ouais, désolé, on a fait une erreur, on n'aurait jamais dû faire ça, allez, bah, viens s'il te plaît, reviens dans l'équipe, tiens». Enfin, on s'est rabibochés et puis, Mmh. j'ai fait ma seconde saison de manière, on va dire, normale avec Ankara. Au final, la Turquie, c'est le pays dans lequel tu es resté le plus longtemps dans ta carrière de bon, en plus d'affilée. Ouais, Il me semble que ton frère aussi, il a quand même pas mal il a joué aussi en Turquie, je ouais, crois, c'est je pas suis à ça? Sivas. J'ai fait 2 ans à Sivas. C'est ça? Et du coup, je voulais savoir, toi, finalement, ton attache à ce pays, malgré, ces déboires, avec les dirigeants, les problèmes de salaire et cetera, est-ce que tu as quand même une attache particulière à ce pays? Ah Parce que tu as quand même passé pas mal de temps. j'aime beaucoup ce pays. C'est un pays que j'aime énormément. J'avais ma maison là-bas jusqu'à très récemment. Mon frère vit là-bas. Donc forcément, on a une attache, particulière. Moi, j'ai 2 filles qui sont nées en Turquie. Donc forcément, j'ai une attache, je suis un pays que j'aime profondément. Après oui, les aléas du football, les gens qui font le football, ils sont pas compétents. Il y a des personnes qui arrivent dans le football qui connaissent pas trop le management, qui font des choses pas bonnes. Après, tout n'est pas acheté non plus, hein. Bien Il y a sûr. une installation, les gens s'en foutent foot, ils adorent le foot. Donc ça c'est des belles ambiances. J'ai fait des matchs de folie là-bas, des matchs d'anthologie. Soit à Istanbul, tu sais, contre Beşiktaş ou à Trabzonspor, tout ça, non, c'était vraiment c'était bien. Seulement voilà, j'étais vraiment dépeint les défauts, mais un peu mes péripéties. Mais sinon, au-delà de ça, c'était vraiment, 5 années magnifiques, hein. J'ai joué, j'ai pris du plaisir, non, c'était vraiment intéressant. Par la suite, après Ankara, il me semble que c'est direct, bah, Reggina en série B, où tu vas finir, comme on m'a dit, tranquillement, ta carrière, pro. Ouais, tranquillement, pareil là aussi, hein, pas Il y a pas eu quelques petits problèmes. j'ai des petits soucis. Après, j'ai aussi une grosse blessure là-bas. Ouais, j'ai fait le choix de la Regina parce qu'on arrivait, bah, c'est 2020, c'est plein Covid. Pareil, j'avais l'impression de faire le tour en Turquie. Puis, voilà, je voulais pas me aussi, repartir sur un autre projet dans un autre club en Turquie, une autre ville, tout ça. J'avais cette opportunité de «finir» entre guillemets en Italie, en série B, Regina.
Et tu te dis: «Bon, pourquoi pas? On va tenter une nouvelle aventure pour finir, pour kiffer». Et puis j'arrive là-bas aussi, pareil, j'arrive là-bas, je fais mes 2-3 premiers matchs au début tranquille. En plus, moi, j'ai signé là-bas en septembre. Le mercato était décalé. Du coup, je suis arrivé là-bas en septembre. La saison avait à peine commencé. Je fais les premiers matchs tranquillement, sorti de banc, tout ça. Et match de coupe contre Bologne, je me fais une déchirure de l'adducteur. Déchirure complète de l'adducteur. Alors là, c'était sur une passe, mon adducteur, il a lâché. Enfin, Et à ce moment-là, t'as quoi? T'as 33, 34 ans, il me semble. j'ai 34, ouais. Du coup, je mets là, Ouais. le conseil, je mets du temps à revenir. C'est de revenir, ça va prendre du temps à revenir. Du coup, je me fais opérer. Après, je reviens bien, je suis bien. Mais après, pareil, je joue plus trop parce que je suis plus dans les plans du coach. Avec la direction, il y a des soucis, tout ça. Donc, j'avais un contrat de 2 ans. Donc, je fais mes 2, même j'avais un contrat de 3 ans même là-bas. 3 ans. Je fais 2 ans et après la 3e année, j'ai résilié et puis j'ai quitté. Je suis revenu en France sur Chartres. Dommage parce que Ok. pareil, hein, encore une fois, je me répète, mais belle expérience. Vraiment, c'est une saison sympa. J'ai découvert un nouvel endroit. J'ai découvert, voilà, une région que je connaissais pas forcément. Mais Oui. c'était super, c'est vraiment intéressant. Et justement, avant d'entamer le chapitre de la sélection qui va être aussi très intéressant, on va essayer d'accélérer un petit peu parce que j'ai pas envie de prendre trop de ton temps non plus. Euh, Tu as fait plusieurs pays, comme tu as dit, tu as fait 10 clubs, tu as fait la Turquie, la Belgique, la France, l'Italie, la Grèce. Et du coup, niveau stabilité, niveau vie de famille, est-ce que c'est compliqué de bouger souvent d'endroit? Et comment tu l'as vécu? Et si c'est pas trop indiscret, comment tes enfants l'ont vécu? Ou ta famille, tout simplement. C'est clair, c'est pas facile de bouger. Après, on a conscience quand même que c'est aussi la vie d'un footballeur. Moi, bon, j'ai bougé plus que la moyenne quand même. J'ai connu pas mal de pays, pas mal de clubs. Mais bon, j'ai eu la chance avec ma femme et mes enfants, ils ont vite compris ça, ils ont vite, intégré ça. Donc dès qu'il fallait changer d'environnement, de club, il fallait s'adapter. Moi, j'ai toujours, voulu partir avec ma famille. Tu sais, il y a beaucoup de footeux qui partent seuls des fois, qui laissent la Mhm. famille dans un coin et qui reviennent après de temps en temps, mais qui partent vraiment seuls dans différents pays. Pour moi, c'est normal de me déplacer avec ma famille. Après, ma famille, je l'ai fait au gré de mes déplacements. Par exemple, j'ai mon premier, bon, il est né en France parce que à l'époque, j'étais à la Roma, mais ma deuxième est née à Ajaccio, quand j'étais en Corse, la troisième est à Bursa et la quatrième à Ankara, du coup. Et du coup, à chaque fois, voilà, la famille s'est agrandie au gré de mes déplacements. Mais non, c'est pas facile, mais pareil, encore une fois, j'ai eu de la chance que mes enfants se soient vite adaptés. Mon fils, il a commencé mes enfants ont commencé à parler turc rapidement, italien Ouais. aussi, donc c'est bien. Et puis, ma femme s'occupait un peu de la logistique, donc c'est top. C'était vraiment, tout était bien organisé, quoi. Ouais, il y a une belle anecdote justement que t'expliquais quand tu dis que tes enfants parlaient turc. Il y a une image qui a fait le buzz il y a quelques années maintenant, quand tu jouais encore en Turquie. Il me semble que tu jouais encore en Ankara. C'est quand ton fils fait la traduction en turc en français à la télé turque. Ouais, C'est quoi ton sentiment par rapport à ça? C'est ah, trop fort. c'était fort, c'est vraiment de la fierté, hein, même jusqu'à présent, quand je parle avec des Turcs qui me reconnaissent, ils disent: «Ah ouais, ton fils, machallah, c'est incroyable, il parle en turc, tout ça, c'est fort». Non, non, c'est bien, bah, ça, tu vois, c'est bien, ça prouve aussi qu'on essaie de s'intégrer à un pays, s'adapter. Et je pense que c'est ce que les gens locaux aiment, hein, surtout. Quand tu fais l'effort de t'intégrer au pays, tout ça, c'est super important. Moi, c'est ce que j'ai appris, justement en voyageant, c'est de t'intégrer, on va dire, au coaching local, plus ou moins, vraiment de t'intéresser. Et le fait que mon fils parle turc, voilà, ça fait du bruit, ouais, ça fait du buzz. Mais international, c'est légal. Yes. Après avoir représenté la France dans quasiment toutes les équipes de jeunes, il me semble quasiment, Ouais, quasiment tout, ouais. hein. Ouais, tu gagnes le tournoi de Toulon aussi, Ouais, 2 fois. meilleur joueur, Ouais. une fois. Donc, tu avais quand même un vécu avec la fédération, avec l'équipe de France en général. OK. Comment toi, ton cheminement, il se fait pour décider de représenter l'Union de la Teranga? Il y a ton frère qui a fait ce choix-là avant toi. Donc voilà, raconte-moi un peu ton cheminement et ton choix. Le cheminement, c'est aussi avec mon frère. Dans le sens où, forcément, quand on est petit, on a qu'un rêve, qu'une envie, c'est de jouer pour l'équipe de France. En tant que jeune, de France, jeune Français, Mmh. même si on a des origines. Mais après, en grandissant, comme je le dis toujours, on se pose toujours des questions quant à son identité. Parce que voilà, on sait qu'on est différent, voilà, papa, on grandit différemment et puis,
on sent qu'on n'est pas que français. En fait, on ne sait pas qu'on n'est pas que français, c'est qu'on est français, mais on est aussi autre chose, en fait. On n'est pas 50, tu sais, plein de gens qui disent, ouais, les 50-50. Non, Ouais, non, c'est d'accord. 100% français, 100%, 100%. dans tel tête, tu es pleinement. Tu veux pas, tu veux pas esprit d'être français, et puis après, tu fais esprit d'être sénégalais ou capverdien. Non, quand tu es dans un environnement, tu te sens français, après, tu vas là-bas, tu te sens sénégalais, c'est ça, en fait. Forcément, comme beaucoup de binationaux, on est un peu tiraillé par rapport à ça, hein. Au début, on ne se rend pas compte, mais quand tu grandis, pose vraiment des questions, ça dépasse le cadre du football, en fait. Absolument. Mon frère a fait les premiers pas. Après, lui, et peut-être ça va être différent, son avis du mien, mais moi, c'était vraiment, j'avais envie pour la vérité, hein, j'avais vraiment envie de donner quelque chose à mon pays, en fait, au Sénégal. J'avais envie de le connaître et j'ai envie de donner quelque chose à mon pays. Et comme c'était, voilà, moi, mon domaine de compétence, c'est le football, je me suis dit, bon, pourquoi pas aller avec le Sénégal. Après, certes, il y avait déjà mon frère, il y avait un projet intéressant qui se mettait en place aussi. En aucun cas, je me suis dit, bon, la France, c'est mort, je vais avec le Sénégal. Je commençais déjà à avoir cette réflexion quand j'étais à la Roma, hein. J'avais 24 ans. Et j'en parlais même avec l'adjoint de Ranieri, qui était français, qui s'appelait Christian Damiano, qui était avant aussi à l'INF, coach Ouais. de Thierry Henry. Et il me dit, non, attends un peu, équipe de France, on ne sait jamais, peut-être après, quand tu auras 27-28 ans. Mais non, je dis, non, moi, j'ai pas envie de faire justement ce choix par défaut. J'avais envie de jouer pour le Sénégal, quoi. Donc, j'y pensais. J'ai pensé. Après, j'ai pris peut-être un peu de temps pour. Pas peu de temps, j'ai patienté avant de faire ce choix-là. Mais à 25 ans, 24 ans, ouais, 25 ans, c'est là que j'ai fait le choix de partir avec le Sénégal. Avant de parler de la l'UCC, de la génération que tu as côtoyée, qui est exceptionnelle, on va parler plus généralement, bah, justement, le cas des binationaux, souvent encore aujourd'hui, et pas qu'avec le Sénégal, hein, avec beaucoup de sélections en Afrique et ailleurs. Ça ramène toujours à des débats, comme tu dis, qui dépassent le foot. Yes. Donc, toi, justement, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Parce que je pense que on est tous les deux binationaux. Moi, si j'avais été à ta place à choisir entre une sélection, entre la sélection française ou tunisienne, je pense que j'aurais été aussi bien embêté. Et souvent, les gens ont du mal à accepter l'hésitation ou le changement d'avis dans ces situations-là. Toi, qu'est-ce que tu penses de ces débats autour de la binationalité et autour des choix de sélection qui reviennent fréquemment dans beaucoup de pays? Alors, moi, je peux comprendre les deux avis. Je peux comprendre l'avis Ouais, des supporters. Ils disent, ouais, il est pas sûr, il sait pas. Mais en fait, ils n'ont pas tous les éléments aussi. Ils n'ont pas tous les éléments. Et je peux aussi comprendre de l'autre côté le joueur qui réfléchisse. Parce que c'est pas un choix anodin. Après, certes, tu as quelques choix, hein, pas tous, mais tu as quelques choix, tu sens que c'est carriériste. Pas dans la jeunesse, c'est très récemment, ils disent, ouais, non, non, moi je vais jouer, par exemple, hein, pour la France. Et un mois après, ils vont jouer avec le pays d'origine, tu vois. Après, je suis pas là pour incriminer qui que ce soit, bien mais ça, sûr. ouais, ça c'est trop, Il y a des exemples, trop on évident. n'a pas qu'un. Ouais, malheureusement. Là, je suis d'accord avec ça. Ça, pour moi, c'est pas un manque de respect, mais bon, c'est se foutre la gueule un peu du monde, tu vois. C'est pas bien, tu vois. C'est pas les, c'est, il part pas pour les bonnes raisons. Et d'ailleurs, on peut voir après à terme, en tout cas sur le long terme, ça marche pas. C'est rare que ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne pas. Je pense que le choix, il doit être vraiment, certes, il doit être mûri. Donc, je prends le temps de la réflexion, mais quand tu y vas à 100%, en fait, tu vois. Et après, chaque choix est aussi personnel. Il faut respecter le choix de chacun. Par exemple, s'il y a un qui décide de partir pour la France au lieu de l'Algérie ou le Maroc ou le Sénégal, il faut accepter, il faut respecter. Et si, à contrario, un qui décide de jouer pour son pays d'origine en Afrique ou en Asie ou n'importe où, au lieu de la France, il faut aussi respecter aussi. Mais il faut laisser prendre le temps. Et puis après, encore une fois, les supporters, ils n'ont pas tous les éléments aussi. Tu vois? Faut pas juger trop vite. Euh, Tu sais, un homme, ça change d'avis aussi, hein. Tu sais, tu penses à Paris à 18 ans, Mhm. qu'à 22, qu'à 26 et qu'à 32, hein. Et surtout dans ces débats-là d'identité, comme tu dis, ça peut fluctuer. Il y a des jours où tu vas plus te sentir, comme tu as dit, dans un certain contexte, Ouais. dans une certaine situation où tu vas sentir plus de ton origine ou plus française. Ça Après, évolue. après, faut dire la vérité, hein. Faut pas avoir peur de le dire. Mais des fois, tu as des gens qui disent, moi, je vais pas partir. Vas-y, ça m'intéresserait de jouer pour mon pays d'origine, mais vas-y, c'est pas structuré. Je suis encore jeune, ça peut être compliqué pour lui, donc il préfère attendre. Et, Bien heu, sûr. et après, peut-être plus tard, il dit: «Bon là, c'est bon, je suis prêt pour jouer pour mon pays» et puis ils y vont, tu vois? Des fois, il y a des paramètres professionnels, des fois, ils peuvent pas. Moi, je connais des même aujourd'hui, il y a des joueurs, ils disent: «Là, franchement,
la sélection africaine, enfin mon pays, c'est chaud parce que je sais que si, les clubs savent que je suis pour cette sélection-là, ils vont me boycotter. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que toi ou des coéquipiers, j'allais te le demander, il y a eu un peu des «pressions» entre guillemets où on te fait comprendre que, si tu choisis de rejoindre une sélection, enfin la sélection de ton pays d'origine, en l'occurrence africaine souvent, est-ce que ça pourrait poser problème? On se rappelle, bon à l'époque, ça fait quasiment 10 ans maintenant, hein, le cas Fekir à l'époque, Ouais. où il y avait eu des échos comme quoi, rien d'officiel, hein, comme quoi Aulas aurait fait Ouais, pression et cetera. bah, c'est possible, hein. Moi, je ne Mmh. connais pas, mais moi, je sais que moi, en me concernant, il y a des clubs qui ont dit à mon agent: «Non, on ne prend pas parce que si il va faire la CAN l'année prochaine. En janvier, nous, on veut me préférer éviter». Tu vois? Mmh. Ça ferme des portes. C'est sûr. Après, tu as plein de cas comme ça. Tu as des mecs, des fois, c'est le contraire. Des fois, il y en a qui kiffent les rois africains et c'est comme ça. Malheureusement, c'est une situation qui est assez délicate pour nous, enfin pour nous, pour les joueurs binationaux. C'est un autre débat, hein, mais je pense que la CAN, il faut la réformer, hein. Bon, ils sont bien de la faire tous les 2 ans, mais maintenant, ça y est, c'est une compétition à 24 équipes. Avant, c'était 16, tu vois? C'est différent. C'est relevé, une belle compétition. Est-ce qu'il ne faudrait pas la mettre tous les 4 ans? Ça, c'est à discuter. Après, je pense que la CAF trouve son intérêt à le faire tous les 2 ans, Bien sûr. au vu financier. C'est sûr, La parce que la c'est une ré la compétition qui intéresse toujours. récurrence fait, que, bah, pour les clubs européens surtout, et même à terme, ça va arriver pour tous les clubs, hein. Pour tous les clubs, Bien c'est sûr. contraignant. C'est sûr que c'est ouais, c'est contraignant et puis, à voir si ça rajouterait du prestige ou pas, l'attente, de tous les 4 ans Ça avant la compétition peut-être? Et moi, je pense que Phénomène, j'ai lu, enfin, j'ai écouté un peu ce que disaient les gars de la CAF, les présidents, ils disent que voilà, ils gagnent des sous grâce à la CAF et je pense pas qu'ils vont dire: «Bon, bah, ils vont pas s'asseoir sur une CAN, tous les 2 ans, quoi». Ouais. Ou peut-être que l'autre solution à laquelle j'avais vu passer, éventuellement mettre, bah, les trêves internationales pendant la CAN. Pas sur tout le long parce que pendant un mois tu y arriveras pas, mais au moins que les clubs, au lieu de se dire: «Je vais perdre mes internationaux africains, pendant un mois», bah, je vais perdre, voilà, Ouais. pourquoi pas? Un mois. Est-ce que les Européens vont vouloir? Tu connais les C'est Européens, ça, sont très égocentriques. Ils vont dire: «Nous, on va bien faire sûr. pour les Africains, nous. Tu penses qu'on va faire ah, tu te blagues, mais c'est Ah ça, ouais, c'est ça, hein. on va être Cherche là». des solutions utopistes un petit peu, mais Ah, moi, j'aimerais bien aussi, hein. J'aimerais bien qu'ils disent: «Bon, bah, là, la CAN, elle est en janvier, bah, on joue pas en janvier». Alors que ce serait top, ah oui, ça c'est sûr. mais en plus, Après, en termes de calendrier, tous les matchs, c'est avec le compliqué, hein. calendrier qui arrive, la Champions League, la nouvelle Champions League avec, des matchs, Ah oui. avec la coupe du monde des clubs qui arrive, ah, ça va être une galère. Ça va être une Tu en galère. penses quoi justement de toutes ces réformes? Désolé, hein, j'ai élargi l'interview, mais Non, on non, est perche. en plus, moi, ça me regarde parce que moi, en plus, tu sais, je commence à être un peu dedans dans le management, tout ça, Oui, donc ça fait partie un peu de mon truc. Et ouais, moi, je pense qu'il faut faire attention à pas faire éclater la bulle, en fait. Faire attention à pas avoir trop de foot, parce que trop de foot tue le foot, hein, la vérité, hein. La coupe du monde des clubs, c'est bien beau, mais est-ce que ça va être, excitant à voir? C'est comme la Super League, hein, la Super League, pour moi, ça n'a aucun intérêt. La nouvelle Champions League, la nouvelle formule, bon, j'attends de voir, mais moi, j'aimais bien la formule avec, 4 poules de 4 et les 2 premiers passent et moi, c'est clair, c'est garanti, on sait. Là, tu fais des poules de 10 ou des poules de 8, je sais pas quoi et après ils veulent inventer des trucs pour essayer d'attirer des marchés, mais pour moi, le foot, il est beau parce qu'il est traditionnel. Il est beau c'est parce vrai. que voilà, il est comme il est. Faut pas chercher à rendre plus beau, ça va pas marcher. Tu vas perdre les mecs plus, entre guillemets, «plus âgés» et les jeunes, ils vont consommer le foot comme s'ils consomment, un autre truc, mais c'est pas ça, en fait. Le foot, on l'aime parce que justement, c'est quelque chose de prestigieux, c'est quelque chose de différent, tu vois? C'est quelque chose d'authentique et là, en fait, tu perds un peu l'authenticité du football. Tu fais une coupe du monde des clubs, je sais pas où, 24 équipes qui sont là-bas, qui vont jouer en été. Les mecs, ils vont être ramés, ils vont jouer en marchand. C'est pas intéressant à la fin. Moi, je m'en fiche de voir un Barça Real si les mecs, ils jouent en marchand. Je regarde pas, moi. Ça m'intéresse pas de voir 4 fois Barça Real. Et surtout de dire que l'argument que le foot est plus spectaculaire quand on voit les retournements de situation qu'on a eu en Ligue des Champions ces dernières années, par exemple, ou bref. Et moi, je vais voir Union Berlin faire des trucs. Bah oui, Ouais, je veux voir des aussi. Portugais faire un beau truc. Je veux voir, je sais pas, moi, ça, je veux voir, moi. Tu sais, je veux voir des petits, tu sais, bousculer des grosses équipes. Moi, ça que moi, en tout cas, moi, c'est le foot que j'aime, en tout cas. Je veux voir des clubs monter, je veux voir des clubs descendre. Je vais pas voir les mêmes en Champions League, moi, je m'en fous, moi. C'est sûr. Donc, Je suis sûr que personne n'a envie de voir 4 fois, un Manchester United, m'intéresse pas. Manchester City contre le Real ou le Barça. Ça m'intéresse pas de voir un City Inter de Milan en phase de groupe 2 fois. Mmh. OK, phase de groupe de 4, d'accord, ça, mais les voir chaque année comme ça, même eux, ça va les saouler. Tu vois? Oui, Parce parce qu'ils que gros, c'est ça qui fait la beauté de ces affiches-là, c'est que ça c'est arrive rare, pas tous les jours. la rareté. C'est pour ça même quand je te parle de CAN tous les 4 ans, il y a ça aussi. Mmh.
Il y a ça aussi, bon, donc. Prestigieux et les mecs, ils arrivent à fond. C'est tous les 2 ans. Regarde, par exemple, là, ils se sont fait éliminer. Même moi, hein, les Sénégalais se sont fait éliminer. Je fais: «Moi, c'est pas grave, là, dans moins d'1 an, dans 1 an à peine, Ouais, ils ont le Maroc». Ils ont donc vas-y, on c'est avance. parfait parce que tu me rattrapes sur le sujet où sur lequel on était, c'est le Sénégal et ta carrière internationale. Comme tu as dit, tu es sélectionné première sélection en 2012, après avoir Mmh. choisi, de représenter les Lions et donc déjà à l'époque par, Aliou Cissé, Ouais. déjà à l'époque, qui est encore aujourd'hui coach et justement, toi, tu arrives en 2012 avec une nouvelle génération, donc avec, qui avait pas réussi à se qualifier, en phase finale, enfin qui était sorti en poule en CAN 2012, Ouais. qui s'était pas qualifié en 2013, donc un petit renouveau Yes. avec une génération, la génération qui gagne la CAN, 10 ans après, donc Sadio Mané qui était peut-être là un peu avant ou un peu après, J'étais Cheikhou là, ouais. Kouyaté, Idrissa Gana Gueye Ouais. et encore d'autres, donc toi justement, comment t'expliques et tu as commencé à l'expliquer un petit peu, comment t'expliques que le coach qui t'a lancé donc Aliou Cissé, t'ait pas forcément renouvelé de confiance ou t'ait pas forcément donné plus de sélection que ça? Sachant que c'était un moment tu as eu ta grosse blessure, Ouais. mais l'année d'après au Standard, tu étais quand même, bon. Ouais. Alors tu fais une saison Même pleine, coupe d'Europe, en Turquie. ouais, même en Turquie et au final, tu as, jamais été rappelé. Bah, écoute, jusqu'à présent, j'ai pas d'explication, hein. Tu as aucune explication encore aujourd'hui. Pas d'explication. J'ai pas cherché aussi en avoir. Moi, pour que moi, je crois vraiment au football, au vrai. Après, maintenant, s'il y a pas d'explication, tant pis. Après, mais en fait, ça s'est passé comment? C'est qu'en fait, quand Aliou Cissé est venu, il était en intérim. Il m'appelait direct et je devais même faire les JO après d'ailleurs avec lui, les JO 2012 Oui. de Londres. Finalement, il a pris Momo Djamé à ma place. Il a changé, il a pris Momo Djamé, mais c'est pas grave, c'était pas non plus une priorité. Après, lui, il est reparti avec les espoirs du coup. Il était en intérim et il y avait d'autres coachs qui sont passés par je sais plus, mais il y avait justement, Fabien Giresse qui a dit: «Ouais, moi je compte pas sur toi», tout Oui. ça, blablabli. Donc pour le coup, je dis la vérité, j'ai mis, la carrière entre parenthèses. C'était plus trop une c'était pas une priorité, mais j'y pensais pas. Je pensais pas à faire du lobbying pour revenir en fait, tu vois? Après ils ont trouvé un effectif, ils ont trouvé des joueurs, une génération, ça marchait bien. Ils ont pas peut-être pas forcément pensé à me rappeler. Après Aliou Cissé est revenu je crois en 2015 ou 2016, je sais plus. Et pour le coup, sincèrement, bah, il m'a pas rappelé. Puis moi, je me suis dit: «Bon, bah, il m'appelle pas, bah, tant pis», tu vois? Tout simplement. Et j'ai pas eu d'explication du pourquoi, du comment, de tout ça et voilà. Pourtant après, je pense que j'avais essayé de revenir, un truc comme ça, mais ça s'est pas fait. Puis après après à leur décharge, moi, j'ai pas non plus forcé, hein, la vérité, hein. J'ai pas non plus, Oui. tu vois? Moi, j'ai Bon, toujours après, c'était peut-être pas aussi ton rôle de forcer pour faire de lobbying pour non, venir. pas du tout. Alors, Là, ils savent que tu es là, voilà, exactement, au contraire. Moi, je suis vraiment contre ça, tu vois? je comprends. Et puis voilà, moi j'ai essayé d'être performant pour être appelé, mais bon après c'était pas le cas. Après bon, ils ont fait leur parcours et puis je suis content pour eux à la fin. Vraiment, je suis vraiment supporter des Lions. Je suis parti les voir au Qatar, c'était cool. Non, c'était bien. Justement, c'est ce qu'on va en parler aussi. Ton regard sur la progression des Lions, donc en 10 ans, donc entre ta première sélection en 2012 et la victoire tout simplement à la CAN 2022, Ouais. avec une génération que tu as connue, Mmh. pour beaucoup. Comme tu dis, tu les suis encore et malgré le flop à la dernière CAN, on va en parler rapidement après, hem, il y a quand même un sentiment, même si tu pas réellement participé, même si tu pas participé, directement, il y a quand même, je pense, un sentiment de fierté au-delà du supporter, le fait de dire que c'est des, gars avec qui tu as joué. Je pense que tu as encore, des affinités avec certains peut-être. Mmh mh. Donc parle-moi un peu de ce sentiment de les voir, aujourd'hui avoir, tant progressé jusqu'à jouer un 8e de finale de coupe du monde, jusqu'à, gagner une CAN. Non, pour moi c'était prévu, hein. Pour moi c'était prévu. Quand j'ai senti cette génération arriver, je me suis dit: «C'est sûr, ils vont faire quelque chose». Parce que même on sentait la progression au niveau de la fédération, au point de vue des clubs, c'est qu'on plus ça ment pas, quand on mise sur la formation, déjà ils ont fait un bon recrutement au niveau des binationaux et puis, que ce soit Djembars, Génération Foot, ça formait bien. Donc tôt ou tard, ça allait arriver pour le Sénégal. Il fallait être patient et ils ont trouvé le coach idéal, qui était très patient, qui était vraiment tranquille, c'était pas trop dans les émotions. C'est ce qu'il fallait. C'est vraiment le coach qu'il fallait aussi pour le Sénégal et puis ça a marché et puis à la fin, voilà, ils ont fini par, se qualifier à la coupe du monde, ils ont gagné une CAN. Après bon, il y a un petit accroc là à Côte d'Ivoire, mais je Oui. pense que s'ils avaient pas joué à Côte d'Ivoire, ils auraient pu aller au bout aussi.
Ouais, parce que la Côte d'Ivoire, ça sentait vraiment, leur compétition, hein, comme ils Ah sont oui, après ça, miraculés. ils sont miraculés comme ça, mais moi, même de toute façon, je l'ai dit à RMC quand j'étais à l'antenne, je fais: «Là, c'est bon, c'est mort pour le Sénégal. Là, ils vont jouer contre une équipe qui a plus rien à perdre. S'ils sont éliminés, ils perdent contre le champion en titre et s'ils passent, ils battent le champion en titre, donc ils avaient rien à perdre. À la fin, ils passent et voilà, on connaît la suite». Comme tu as parlé de Djambar, génération foot, de la formation, de l'équilibre avec les binationaux, il y a pas de secret quand tu vois les 2 pays qui travaillent le mieux en Afrique, je trouve que c'est le Maroc et le Sénégal Bien sûr. et ça se ressent dans à part sur cette dernière CAN, ça se ressent dans les résultats. Il y a pas de jugement de valeur parce qu'ils se sont fait éliminer. Ils arrivent à Ouais, analyser les choses. Il y aura pas bien de sûr. bouleversement, il y aura pas de séisme comme dans certains pays, tu vois? Ouais, Mais pour ne pas le citer. pour pas citer, tu vois? Pour pas citer ces grands pays, couleur vert et blanc, tu vois? Exactement, avec un croissant et une étoile rouge, je pense. Oui, ouais, exactement. Non, mais on rigole, mais ça travaille bien, que C'est ça sûr, commence depuis, très longtemps et ça continue encore à travailler. Malgré les échecs, malgré les accros, parce que Sénégal, c'était dur avant. C'était dur, hein, à un moment bien donné. sûr, malgré des très, très belles générations. Ouais, c'est dur, Moi, hein. je me rappelle, bah, 2012-2010 et cetera, malgré, Mamadou Niang, 2016, ils ont raté 2014, oui, 2016, après 2018, même ça commence. le ric-rac, pas top, Ouais, et ils ont gardé Cissé, ça a continué après 2019, Algérie ouais, et après ça gagne, tu vois? c'est construit, ouais et ça prend le temps de bien construire et ça fait confiance aux bonnes personnes. Exactement. Donc j'ai oublié une question alors que c'était hyper important. Je pense que enfin, hyper important, c'est une question que je voulais te poser. C'était par rapport au ramadan. Comment tu gérais toi, ce mois-là? Comment tu gérais le jeûne, heu, en même temps, tout en continuant ton activité de footballeur pro? Bah, c'était compliqué, hein. Ah, c'était compliqué. Après, j'ai essayé de faire avec. Après moi, la différence, c'est que, tu sais, moi, je ne suis pas converti parce que je suis né musulman. Mon père aimait les confessions musulmanes, mais je commence à pratiquer autour de mes 21-22 ans et en plus, c'est marrant parce que le ramadan, à cette époque-là, coïncidait en plein été. C'est dur. Après, moi, je dis la vérité, je le faisais pas tout le temps. Donc quand c'était en préparation, soit j'ai fait ça 1 jour sur 2 ou alors quand on était en voyage, bah, je le faisais pas. La vérité, je me facilitais un maximum. Après avec le temps, j'ai commencé à faire de manière normale. En plus, je pense que ça s'est plus démocratisé. Tout le monde était plus conscient du ramadan. Donc surtout à l'époque quand j'étais à Ajaccio, donc on avait des repas le matin, enfin la nuit avant l'aube et puis après aussi l'heure du couper. Donc Ajaccio, c'était très tolérant par rapport à ça. Mais justement, c'est ce que j'allais te poser comme question. Donc là, comme tu as dit, il y avait quand même dans certains clubs, certaines choses qui étaient mises en place. Comment tu aborderais la chose avec tes joueurs? Mais de manière naturelle, tout simplement. Mmh. Qui gêne? Bah, qui gêne pas, OK. Vous savez comment le gérer et si vous voulez, il y a le préparateur physique, il y a des diététiciens. Faites en sorte d'être performant en match, mais en tout cas, sur le terrain, vous êtes un joueur normal. Si je vois sur le Ouais, terrain voilà. tirer la langue, vous ne jouerez pas. Après, vous voulez c'est votre choix. Moi, j'ai pas interféré dans votre choix. Faites ce que vous voulez. Comme le mec qui fait la bringue tous les jours, moi, c'est pas à moi de dire: «Sors pas la nuit» ou «Fais pas ci, fais pas ça» ou «Bois pas d'alcool», par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes libre d'être maître de votre corps, de votre vie, de votre foi, de tout. Mais sur le terrain, il faut envoyer. Donc sur le terrain, il faut être prêt. Alors certes, on va vous accompagner parce qu'après, quand c'est un côté spirituel, on va vous accompagner, lui, et après, sur le terrain, faut envoyer. Si tu es pas prêt d'assumer de jeûner et de jouer, bah, ne joue pas. Mais moi, c'est pas un coup de dire quoi que ce soit. D'accord. Déjà, c'est pour ça, moi, j'ai trouvé ça étrange de la part de Comboré. Parce que je le connais un peu, il est très cool, tu vois? Il est Mmh. ouvert et qu'il soit aussi ferme sur ça. Enfin, après, j'ai pas pareil, hein, j'ai pas tous les éléments, moi, j'ai vu ça de l'extérieur aussi, je sais pas. Encore une fois, je vais pas me permettre de juger, mais d'après Bien ce que sûr. j'ai compris, c'est super étonnant. Après, il Oui. peut avoir des coups de moins bien, certes, tout ça, mais il faut par contre Elles sont gère, il y en a qui arrivent, il y en a qui arrivent à il y en a, c'est naturel. Après, mmh, chacun est différent. chacun est différent, bien sûr. Il y en a qui jeûnent, ils ont beaucoup de mal. Ouais. Il y en a, ils jeûnent, ils volent. Moussasso, il jeûnait, il volait le mec. Il a jamais été aussi performant quand il jeûnait, Moussa. Même Benzema, l'année de la Ligue des Champions de son ballon d'or, Là, Hakim Ziyech, ils ont jeûné. oui, Enfin bien bref, sûr. on va pas commencer à mettre des barrières à quasiment, la moitié ou le tiers de tes joueurs. Ce serait OK. ridicule. On va finir par 2 petits jeux. 2 petits jeux, donc le nom du média, je sais pas si tu as vu, en vrai, ça sera Contact. Mmh. Alors, premier petit jeu qu'on va faire, c'est très simple, hein, de toute façon, c'est un nom, particulier pour un truc très simple, ça s'appelle le full contact. C'est comme le sport, OK. c'est en gros, je vais t'enchaîner 2 questions très rapides et il faut que tu me répondes, facilement. Voilà. Faut que tu me répondes, ce qui te vient à la tête quand je t'évoque, ces questions-là, quand je te donne ces questions-là. Allez.
C'est parti. Alors, le meilleur joueur avec qui tu as joué, tout simplement. Ozil, Sûr. Le meilleur que tu as affronté. Zlatan. Ok. Le plus technique. Technique. Athème. Le coach qui t'a particulièrement marqué, s'il y en a un. Bon, ça va être Spalletti. Ton meilleur ami dans le foot, ça aussi, je pense qu'on a la réponse. Habib, Belaïd, ouais. Bah, j'en ai deux, lui et Abu Dhabi aussi. Justement, bah tiens, on va en profiter aussi, parenthèse. Il me semble que tu as une anecdote sympa sur Abu Dhabi, que tu m'avais raconté il y a 2 ans un peu. C'était quand tu étais blessé. Il me semble que tu as fait, quand tu as eu ta grosse blessure à Ajaccio, tu as fait ta rééduque à Clairefontaine. Oui. Et qui lui aussi était là et qui a une petite anecdote, si tu veux bien la donner, avec un certain Laurent Blanc. Laurent Blanc, il était venu avec le PSG à Clairefontaine aussi. Donc ils arrivent, on est là, tranquille, il vient, il voit Abou, il dit Abou, vas-y, s'il te plaît, mais genre de manière normale, hein. Abou, s'il te plaît, vas-y, viens, signe, signe au PSG, te prends direct, s'il te plaît. Car Abou, tu étais blessé, tu vois, il avait une grosse Ouais. blessure, il ne peut même pas marcher. Ouais, s'il te plaît, j'appelle Arsène, tu viens, tout ça. Abou, il dit, je peux pas, moi, on était un peu gêné, tu vois. Ah, je peux pas, moi, je suis avec Arsène, je suis à Arsenal. Non, c'est bon, je te prends direct, même comme ça, je te prends. Même blessé, je te prends, tout ça. Mais Laurent Blanc, il aimait beaucoup Abou. Bah, comme beaucoup, parce que c'est ce que Non, mais j'allais dire. À Abu Dhabi, phénoménal. On parle beaucoup d'Atem Ben Arfa, et à juste titre, dans votre génération. Mais Abu Dhabi, ça en dit long que Laurent Blanc, donc avec le groupe PSG en 2013-2014, à cette époque-là, avec un milieu de ouais. terrain Blaise Matuidi, Thiago Motta, Verratti, il voulait absolument Abu Dhabi, alors qu'il enchaînait pas les matchs depuis déjà quelques moments, depuis un moment. Il était pas sur pied du tout, mais il le rêvait, Abou. Et bon, on va terminer cette interview avec le dernier petit jeu, tout simplement, hein. C'est le rétro-contact. Yes. C'est un petit jeu tout simple. J'ai sorti un 11 d'un match où tu as joué. Et il va falloir que, si tu y arrives, on va tester ta mémoire, tu me le ressors. Et je pense que tu vas y arriver parce que tu as l'air quand même d'avoir une sacrée mémoire. Ah, ça dépend pourquoi, hein. Là, Ok. compliqué. Alors, Ligue des Champions. Ah, pardon. Ligue des Champions 2006-2007. Vous gagnez avec la Roma face à l'Olympiakos 1-0 en Grèce. Est-ce que tu peux me citer le 11 titulaire de Ah, ce match? Sachant que tu es titulaire, je t'en donne un, c'est t'en as pour 10 à ça. trouver. Le fait que je sois titulaire, ça porte à confusion parce que ça veut dire que l'équipe, elle a peut-être un peu tourné. Oh, pas tant que ça. Franchement, ça. Alors, il y a Totti. Oui, Non? Il y a si, Totti. petit. Sur les côtés, t'as Mancini, Tadei. T'as pas Mancini, mais t'as Tadei. Alors, c'est Perrotta de côté, non? Perrotta est là, mais il est pas sur le côté. Mancini n'est pas là? Mancini est pas là non plus. C'est Vucinic? Non. Oh là là. Alors, il y a Perrotta, Totti. Je sais que derrière, il y a Panucci. Derrière, il y a. Panucci. Oui, arrière droit. Je sais qu'il y a Kivu. C'est qui me parlait? Là, ouais, absolument. Je pense. De Rossi, il n'était pas là sur le banc. Il était sur le banc. De Rossi, il joue? De Rossi, il joue. De Rossi, il joue? De Rossi, il joue Ouais, le milieu. Comme tu as dit, c'est De Rossi, toi, et Perrotta. De Rossi, moi, Perrotta, milieu de terrain. Ouais. Ah, je croyais qu'il était sur le banc parce que je pensais que je le remplaçais. Enfin, bref. Il t'en manque 4. Il te manque l'arrière gauche, un Là, à central, gauche, le c'est pas gardien. Toneto? Ouais, Toneto. on est arrière gauche. Est-ce que là, j'ai Philippe? Mexès? Non, C'est Kivu et qui alors? c'est Kivou et. Attends, attends. Euh... Attends, dis pas. Je dis rien, je dis rien, je dis rien. Central. C'est un central, hein? Ouais, c'est un central. Non, pour le coup, je le connais pas, donc je sais pas s'il jouait que central. C'est pas Cassetti? Cassetti joue, mais il est pas central. Il est à droite. Ouais, Au-dessus dans l'axe alors. bah dans l'axe, c'est Kivou et. Je te le donne. Vas-y, donne, vas-y. Vas-y, Ferrari. Ah, Matteo Ferrari. Ah ouais, bien joué, lui. Ah ouais, le Tismé là. Voilà, il te manque juste le gardien. Le gardien, c'était Donné. Ouais, voilà. Mais Bah, qui bah, est bah. à droite alors? Ailier droit? Ouais. Bah, sur la feuille de match, tu vois, j'ai Cassetti ailier droit et Panucci arrière droit. Ah! Alors on a joué différemment alors. Là, vous avez joué en 4-3-3, enfin 4-1-4-1, 4-1-4-1? avec De Rossi en sentinelle, de ce que je Ouais. vois, hein. Ah. C'est la feuille de match où on transfert marque Ouais, après la Cassetti a joué à dimension. droite. Cassetti a joué à droite, ça. Ah ouais, c'est ça. Et t'as dit à gauche. Totti en plus. Franchement, bien joué, hein. Ouais, Bien bonne joué chose. quand même. On Moi, a quand même trouvé. C'était possible sur la fin, mais je t'ai soufflé Ferrari, personnellement. j'ai tellement zappé Ferrari. Ouais.
Ouais, c'est bien. Des grands joueurs, hein. Bah écoute, là, il me reste plus qu'à te remercier. Bah, merci à toi. Vraiment chaleureusement, encore une fois, pour ta disponibilité, Bien. pour tes petites anecdotes et pour ta gentillesse, tout simplement. On vit à contact. Merci, ça fait plaisir. Merci à toi d'avoir suivi ce tout premier épisode de Contact. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et aux différents réseaux sociaux pour être au courant des prochaines sorties. Partage pour nous donner un maximum de visibilité et faire grandir le média. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.